Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les crinqués de sport qui veulent geeker avec d'autres geeks de sport comme moi. Cette semaine, on fait quelque chose d'un petit peu différent. Je vais commencer le podcast avec une section seule où est-ce que je vais revenir sur mon expérience au UTHC, au Ultra Trail Arikana du Canada. Puis après ça, on va recevoir le grand gagnant du UTHC, Elliot Cardin. Elliot, il est vraiment passionné par le trail running, ça paraît. Il nous parle de son parcours, il nous parle de ses stratégies de nutrition. Il y a une approche quand même différente d'autres personnes qu'on a entendues sur le podcast par rapport à la nutrition. Vous allez voir, c'est super intéressant. Il s'éloigne un petit peu de la science, là, même s'il reste un passionné de la science, des études, de la littérature, mais il n'a pas peur de faire ce qui fonctionne pour lui au détriment de ne pas aller chercher les aspects optimaux de la nutrition. Vous allez voir, c'est super intéressant. Puis, dans le fond, on revient sur notre course, les deux, parce qu'on s'est croisés pendant la course. On a eu deux courses complètement différentes. Évidemment, vous allez entendre plus tard dans le podcast mon expérience, mais on parle surtout de la sienne ensuite. Vraiment un gars super cool. J'ai hâte de le recroiser dans des événements. C'est sûr qu'on va se rejaser de ça. C'est le fun de parler entre passionnés de sport, là. Peu importe ton champ d'intérêt de sport, c'est toujours vraiment cool. Le podcast est commandité par Upika. Upika, c'est ma compagnie de suppléments pour sport d'endurance. Notre premier produit est le Upika Endurance, qui est un tout-en-un pour les sports d'endurance. Donc, c'est 25 grammes de glucides, c'est 300 mg de sodium, c'est des électrolytes, c'est de la taurine, de vitamine B et C pour réduire le stress oxydatif sur les muscles. C'est un produit vraiment tout-en-un, premium pour vos sports d'endurance. Puis on a le Upika Endurance Plus aussi qui est avec 100 mg de caféine. On a des nouvelles saveurs qui s'en viennent. Là, pour l'instant, on est backorder. On a un problème avec les saveurs de notre fournisseur, des problèmes avec son fournisseur de saveurs. Fait que là, on est là-dessus. Quand on va être back in stock, vous allez le savoir, on va arriver avec une nouvelle saveur aussi qui est framboise bleue. On l'a annoncé. La précommande est disponible si vous voulez précommander le Upika framboise bleue, vous allez avoir 15% de rabais sur le Upika framboise bleue. Puis on vous ship votre commande quand que le Upika framboise bleue arrive. La date exacte, je la connais pas parce que ce que j'apprends dans mon processus d'entrepreneur, c'est que la chaîne d'approvisionnement, il y a beaucoup de facteurs externes à mon désir d'avoir mes produits. Fait qu'on les a pas tout de suite. Bref, quand ça va arriver, on va vous l'envoyer. Puis pour tous ceux qui commandent maintenant, même si c'est backorder, on vous envoie des travel packs quand que ça va être prêt, en guise de remerciement, de continuer à nous faire confiance. Pour 10% de rabais sur votre première commande, utilisez le code UPIKAPOD, UPIKAPOD 10 pour 10% de rabais sur votre première commande. Fait que c'est ça, je vous envoie en fait à moi qui raconte mon expérience du THC pendant je sais pas combien de temps, une dizaine de minutes. Puis après ça, la conversation avec Elliot Cardin. Alright, donc avant le podcast avec Elliot, parce que je m'étais dit que j'allais le faire, je vous avais dit que j'allais le faire, je vais faire mon retour sur l'UTHC. Si vous me suivez, vous saviez que c'était mon objectif principal de la saison. Si vous me suivez, vous savez aussi que je n'ai pas terminé. Première chose que je veux dire avant toute chose, c'est que je veux pas chercher d'excuses. Là. J'ai pas été capable de finir l'UTHC 125 cette année. That's it. C'est dit. Maintenant, mon processus intellectuel est toujours de comprendre pourquoi. Puis pour essayer de continuer à m'améliorer dans ce sport-là qui est vraiment cool. Fait que je vais passer à travers la course. Puis après ça, je vais faire un genre de leçon retenue pour la suite des choses. Là. Fait que la course était le vendredi, ça commençait à 13h le départ. Première chose à dire, c'est qu'on arrive à la ZEC des Martres, où est-ce qu'il y a le départ, puis il fait chaud, man. Il fait chaud, là. On est en septembre dans Malbaie, mais fuck, man. Moi, je redoutais ça parce que mes expériences à la chaleur ont été vraiment misérables, puis je pense que, honnêtement,
je tolère vraiment moins bien la chaleur que la plupart des gens, puis je suis vraiment excessivement plus que la moyenne du monde. Fait que moi, quand j'arrive là-bas, il fait chaud, je fais comme hey, ça va être une longue journée. Mais, étant donné qu'il est 13h, tu te dis la nuit va tomber vite, puis ça va être correct. Bref, on part le 125 km, tout le monde est bien crinqué, la musique du Good, the Bad and the Good, the Bad and the Ugly qui commence, puis là, tu pars à la course. Sur 4 km de plat, je pars quand même conservateur. J'étais à un pace entre 4,55. Je me dis, la journée va être longue, mais encore une fois, dès les premiers pas, je fais il va faire chaud, man. C'est qu'il va faire chaud. Bref, on arrive après 4 kilos, puis là, on rentre dans un genre de single track, une montée où single track, c'est où est-ce que tu peux pas te dépasser, où est-ce que tu es un derrière l'autre. Puis c'est là que je comprends pourquoi le monde part vite dans des événements comme ça, quand il y a quelques kilomètres sur le plat, c'est que tu veux pas arriver dans un single track en arrière de quelqu'un plus lent que toi, parce que ça fait vraiment chier. Ce qui se passe, c'est que le monde, mettons, il y a quelqu'un de plus lent qui est en avant, puis là, les autres qui sont plus rapides arrivent derrière, mais peuvent pas le dépasser. Fait que là, ça fait un genre de train d'une dizaine de personnes. Puis pour remonter ce train-là, c'est vraiment touché, parce qu'il faut que tu attendes que la piste s'ouvre. Puis si la piste s'ouvre, il faut que tu donnes un boost d'énergie pour essayer d'aller dépasser en marchant d'un buisson puis en essayant d'accélérer. Fait qu'à la place d'avoir un pace constant, tu donnes comme des coups de même. D'un montée, ça va. Moi, j'étais bien entraîné pour les montées. Fait que je pense que j'étais sous mon pace vraiment. En rétrospective, c'est pas la fin du monde. J'aurais potentiellement dû rester derrière les gens puis pas essayer de donner ces coups d'énergie-là, mais ça allait bien. Le problème, c'était vraiment dans les descentes. Parce qu'aussitôt qu'on arrive en haut de la première montée, gros panorama sur Charlevoix, c'est magnifique. Puis c'est de la faune, c'est de la flore qui n'est pas habituelle. Là. C'est comme de la mousse puis des roches planes. C'est vraiment beau. Sauf que là, on descend. Puis en descente, quand tu es pris derrière quelqu'un de plus lent que toi, là, c'est vraiment problématique. Parce que non seulement tu peux pas juste te laisser aller, parce que te laisser aller, premièrement, tu vas plus vite, évidemment, sauf que c'est vraiment plus facile sur les muscles que d'arrêter puis de stopper contre ton momentum à chaque pas. Ça, j'ai vraiment trouvé ça tough. De devoir faire ça lors de la première descente. Mais tu es encore de bonne heure dans la course. Encore une fois, au fond de ma tête, je me dis, il fait chaud, man. On arrive au premier ravitaillement. J'en profite pour skipper le monde qui était en avant de moi, qui était plus lent. Puis là, c'est plus vraiment du single track. À ce moment-là, c'est comme c'est des larges routes de forêt. Fait qu'il n'y a plus ce problème-là d'être pris derrière les gens. Tu peux te faire dépasser. Tu peux dépasser assez simplement. Par contre, tu es dans la forêt. Il n'y a plus de vent. Puis là, ça commençait à être vraiment problématique pour moi. Je me regarde les bras. Je coule comme une champlure. Mon gilet est mouillé comme si je venais d'aller me baigner dans une rivière. Puis là, dans ma tête, je me dis, il faut que je boive plus, il faut que je fasse attention, il faut que je contrôle ça. Fait que là, je commence à boire un petit peu plus sur mon Upica. Puis j'arrive à la base des monts Morios, qui est probablement la montée la plus abrupte, la plus technique de tout le parcours. Tout le monde m'avait averti, tu vas voir, les Morios, c'est tough. J'arrive en bas des Morios, puis j'ai comme une crampe déjà dans la cuisse. Là, je me dis, fuck, ça va pas bien. Je remplis mes gourdes au point d'eau qui est là. En montant, plus de crampe, parce que tu montes, tu powerwalk, tu cours pas. Fait que, tu sais, je suis capable de gérer ça. Je mange une barre cliff, ça passe bien. Tout va bien. La montée se passe bien. Je croise Mathieu Blanchard dans la montée. On se jase un peu, il me redonne un petit boost d'énergie. Je croise Elliot Cardin aussi, qu'on reçoit plus tard sur le podcast, dans la montée. Lui, il redescendait, puis moi, je montais. Puis là, j'arrive en haut des Morios. Je suis couvert de sueur. En fait, je peux pas être plus couvert de sueur que ça. Là. Genre, plus couvert d'eau que ça, c'était dans une piscine, mettons. Puis je commence à sentir que je peux pas boire assez. Je peux pas boire assez pour l'eau que je suis en train de perdre. Mais ceci étant dit, t'es encore de bonne heure dans la course. Je suis pas encore trop en problème. Puis
je redescends les Morios, puis la descente va vraiment bien. Je vais vraiment bien, il n'y a personne devant moi, je vais à ma vitesse, tout est chill. J'arrive en bas, je me remplis d'eau, je m'en vais jusqu'au premier ravitaillement assisté à peu près à 35 km. Tous les systèmes sont à vert à ce moment-là. Là, j'arrive au ravito, je me dis, OK, je vais prendre beaucoup de sodium, beaucoup d'électrolytes. J'avais des pilules d'électrolytes. Prends mon sodium, mange un ramen, des cornichons, je remplis mon Epica, puis je repars cette fois-là avec mon ami Dom, qui était mon pacer pour la prochaine section. Puis là, on s'en va dans les Grands Jardins. Je pense que c'est la section Les Grands Jardins. Ça va bien pendant 2 heures, 2 heures et demie avec Dom. On monte, c'est un power walk, c'est une longue montée. Mais ça va bien, le pace est bon, l'énergie est bonne. Sauf que, puis je sais pas pourquoi l'UTHC est fait comme ça. Peut-être que c'est parce que c'est impossible d'avoir accès au Grand Jardin. C'est vraiment compliqué. Dans le fond, c'est vraiment à l'extérieur des routes. Mais il y a un gap entre ces deux ravitaux-là qui est meurtrier. Ça a duré 2h40, puis on n'était pas... Rendu là, on marchait pas encore. Là. J'étais encore en correct état, mais ça a pris 2h40 entre les deux ravitaux. Puis honnêtement, j'ai manqué d'eau après 2 heures. Fait qu'il y a eu un 40 minutes où est-ce qu'il faisait encore chaud, même si la nuit était tombée, où est-ce que je suais encore autant, où est-ce que j'avais plus d'eau. Je suis arrivé au ravitaillement. Après ça, je me suis assis sur une chaise, puis là, j'étais dans le rouge, là. J'étais dans la misère. Là. Mes jambes crampaient à côté, à chaque pas. Puis, tu sais, des crampes, ça arrive pour plusieurs raisons. La principale, celle que je pense qui s'est passée, c'est que je suais tellement que ma balance d'électrolytes était nulle. Je n'étais pas capable d'ingérer assez d'électrolytes puis de liquide pour retrouver cette balance-là. Fait que je crampais, là, mes mollets durs comme du béton, les quads durs comme du béton. Quand je suis reparti de là, il restait un genre de 7 kilos avant le deuxième ravitaillement assisté. Incapable de courir. Incapable de courir. Chaque fois que j'essayais d'avoir une accélération, j'avais les jambes qui jammaient complètement. J'avais une crampe entre les côtes à droite qui me faisait quand même paniquer parce que chaque fois que je respirais fort, ça crampait. Fait que je me disais, c'est une crampe ou bien c'est autre chose, tu sais. Incapable d'accélérer. Puis là, on a marché pendant 2 heures pour faire 7 km. Puis quand je suis arrivé au ravitaillement des Hautes-Gorges, qui était le ravitaillement avec mon équipe, t'es à 61 kilos. T'es à moitié de la course, en plein milieu de la nuit. Puis là, mon pacer allait rester là, fait que j'allais repartir tout seul. Puis c'est là que j'ai décidé d'arrêter. Il n'y avait plus rien qui allait. Puis ça faisait 2 heures, même plus que ça. Ça faisait 3 heures que j'avais plus de fun pantoute. Puis j'amène à ça une réflexion. Puis moi, mettons, à l'effort que je mets à mon entraînement, mon objectif, c'est pas juste de finir les courses que je m'inscris. C'est pour ça qu'un DNF puis un did not finish, ça me fait pas peur, ça me dérange pas. Parce que, par exemple, dans cet exemple-là, à l'UTHC, j'aurais probablement pu marcher jusqu'à la fin. Faire une longue randonnée, ça m'aurait pris encore probablement au-dessus de 15 heures de plus de marche. Mais c'est pas pour ça que je fais ça. Puis chapeau ceux qui l'ont fait parce que c'est un accomplissement en soi, là, ça prend beaucoup de détermination. Mais moi, c'est pas pour ça que je fais ça. Puis tant qu'à vraiment pas avoir de fun pendant longtemps, puis ne pas performer, entre guillemets, à la hauteur de mon entraînement, à la hauteur du temps que j'ai investi dans ça, je préférais arrêter, parce que sinon, ne pas arrêter, ça implique plusieurs affaires. Ça implique notamment, tu skippes la nuit au complet. Fait que tu dors pas une nuit complète. Tu marches sur des crampes pendant un petit bout, puis les crampes, ça reste longtemps, puis ça peut endommager réellement ta capacité à récupérer, puis juste créer des blessures straight up.
Fait que ça me tentait pas pantoute de risquer ça, de skipper une nuit, de débalancer tout mon horaire. Mon équipe de ravito était là. Mes sœurs, mon beau-frère, Dom qui était là. Puis moi, j'habite à Québec. Fait que j'ai pu retourner chez nous, dormir, avoir une bonne nuit de sommeil. Puis 24 heures plus tard, je me sentais frais comme une rose. Tu sais. Fait que ça me fait dire que l'entraînement était là, mais que les crampes sont un enjeu que je dois gérer maintenant. Fait que, en rétrospective, quelques points que je retiens de l'histoire. Premier point. Événement incroyable. Chapeau aux organisateurs, chapeau à toutes les équipes de ravitaillement qui étaient là. Tout le monde était vraiment smart. Chapeau à tous les athlètes qui ont pris le départ. Puis chapeau encore plus à ceux qui se sont rendus jusqu'à la fin. Mais c'est vraiment hot. Puis le UTHC 125, il reste sur ma liste. Une autre année peut-être, mais ça reste sur ma liste. Deuxième chose que je retiens, j'ai vraiment beaucoup de difficultés avec la chaleur. Comme ça fait plusieurs épreuves que je fais, ceux qui suivent mon parcours, vous savez que le marathon d'Ottawa, c'est ça qui m'a eu à la fin. Je suis arrivé en gros coup de chaleur dans les 5 derniers kilomètres. J'ai vraiment de la misère avec ça parce que je suis au-dessus de la moyenne. Puis c'est tough d'aller chercher autant d'eau. Ou même, tu peux même pas rester autant hydraté. C'est impossible d'ingérer autant d'eau. Mais moi, dans mon cas, c'est que je suis en déficit trop grand. Là, fait que je sais pas exactement quoi faire avec ça. Je vais continuer à m'informer, je vais continuer à vérifier. Mais peut-être que c'est carrément d'essayer de viser ou de croiser les doigts pour que les événements soient pas à cette température-là. Fait que ça, c'est la deuxième chose que je retiens. La troisième chose que je retiens, faut que j'amène des pilules d'électrolytes avec moi. Là, ma seule source d'électrolytes, c'était le Upica, puis le Upica, c'est une source liquide, fait que il aurait fallu que je consomme plus de Upica, mais à un moment donné, mes bouteilles étaient vides, j'avais plus d'eau, puis à un moment donné, il y a une limite de quantité de liquide que tu peux ingérer à l'heure. Fait que si c'est ta seule source d'électrolytes, ça devient problématique. Fait qu'il faut que j'amène des pilules d'électrolytes, ça c'est un must. Puis la quatrième chose, potentiellement que j'avais pas réalisé avant de prendre le départ du 125 à quel point c'est une épreuve qui est longue. Puis c'est Mathieu Blanchard, quand je l'ai croisé dans mon ascension du Morios, qui m'a mentionné ça. Il fait, man, tu comprends pas à quel point c'est long. Là, on est au kilomètre 30, puis t'as l'air d'être pété. Il m'a pas dit ça, mais ses yeux voulaient dire ça. Puis moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. T'étais au kilomètre 30, man, dans la deuxième montée, puis t'as l'air, genre, t'es trempé, comme si tu venais de te baigner, t'as l'air défoncé. La course, elle commence au haut de gorge. Puis ça, c'est ça que Mathieu m'a dit. Il m'a dit, la course commence au haut de gorge, puis les hauts de gorge, c'est là que j'ai abandonné, tu sais. Fait que si la course commence au haut de gorge, puis que je suis même pas capable de me rendre, peut-être qu'il y a une question de gestion d'effort aussi dans ça. Peut-être que j'ai overpacé. Peut-être que, étant donné que j'ai quand même un marathon à 2,50 puis un speed, entre guillemets, sur route, peut-être que je surestime ma capacité à maintenir ce pace-là à un effort modéré. Toutes des questions que je vais continuer à explorer. Puis, pour finir le petit recap sur l'UTHC, encore une fois, je me trouve pas d'excuses, hein, by the way, j'ai pas fini l'épreuve, j'ai pas été capable de finir l'épreuve. Là. Fait que tout le monde qui l'ont fini, tout le monde qui sont rendus plus loin que moi, vous êtes meilleurs que moi. Là. Je suis pas en train d'essayer de trouver une excuse, je suis en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais bref, tout ça pour dire que étant donné que 24 heures après la course, je me sentais encore fresh, comme si j'étais allé juste courir une long run le week-end. Ça me fait vraiment dire que l'entraînement était là, puis je pense honnêtement que l'entraînement était là pour être capable au moins de finir l'épreuve sans marcher, en marchant les uphill, mais au moins en étant capable de jogger les descentes puis les faux plats, là, tu sais. Mais ça me frustre un peu parce que là, je cherchais un prochain objectif. Je voulais partir sur un autre objectif, puis me réaligner peut-être pour le marathon d'Ottawa encore en mai, essayer de dropper encore mon temps sur marathon, peut-être cet hiver faire plus du court, essayer de dropper mon temps sur 5 km pour que mon baseline soit plus bas, pour être capable que mon pace de marathon soit plus facile à atteindre. Mais ce serait poche un peu pour moi, pour l'effort que j'ai mis dans mon entraînement en trail cet été, de juste pas finir d'épreuve, tu sais. Fait que là, je suis là.
je suis comme au spot où est-ce que je me dis, Chris, man, je regarde le calendrier des épreuves de trail jusqu'à la fin de l'année. Je me dis, les chances qu'il y en ait un qui soit plus chaud que ceux-là que je viens de faire sont faibles plus on avance dans l'année. Fait que je me pose cette question-là en ce moment. Bref, je vous garde au courant. Je vous garde au courant s'il y a quelque chose qui change. Mais sinon, écoutez, c'est un processus, hein. Moi, mon épreuve de prédilection en natation, c'était le 50 mètres d'eau qui durait 24 secondes 64 centièmes. Puis là, mon objectif pour le THC, c'était en bas de 20 heures. Fait qu'on s'entend que c'est un processus pour se rendre là. Mais c'est un processus que j'adore, puis c'est une communauté que j'aime vraiment beaucoup. Puis parlant de communauté, parlant d'athlètes élite, j'ai reçu Elliot sur le podcast, puis la conversation que vous allez entendre est vraiment fun. Elliot, c'est un passionné, ça paraît, puis qui a gagné le 125 km dans un temps fucking vite, puis qui nous parle de sa stratégie de nutrition. Il y a une approche qui est un petit peu différente de celle qu'on a entendue pour l'instant sur le podcast, fait que ça va vraiment être bon. Fait que sans plus attendre, écoutez, je vous laisse la conversation avec Elliot, puis moi, continuez à me suivre, je vais annoncer prochainement les prochains objectifs, les prochaines stratégies. Puis, comme je disais, moi, un DNF, ça me stresse pas. Fait que c'est ça. On le fait pour le fun, puis quand on a plus de fun, on a plus de fun. Fait que salut la gang, puis bon podcast. Alright, merci d'être là, c'est commencé. On commence de même. Yes, that's it. Ça fait plaisir d'être là. Yes, première chose en fait, félicitations pour ta victoire au THC. Incroyable performance. J'ai écouté le vidéo de... Il y a une vidéo YouTube, j'ai oublié le nom de la personne qui l'a filmé. C'est mon ami Rémi Leroux qui fait des vidéos recap de race, mais aussi d'entraînement d'athlètes. Ouais, shout-out à Rémi Leroux, qui sa page YouTube. Allez voir ça si ça vous intéresse. L'entraînement puis le trail running. Mais je regardais sa recap de l'UTHC, tu sais, puis... Le monde qui partageait leurs photos de l'arrivée, mettons, en disant hey, j'ai fini le 125, whatever, qui était dans mon feed, tu sais, c'était tout le temps avec le lever de soleil, tu sais, un beau truc. Puis là, je regarde ton arrivée à toi parce que je l'avais pas vu. Pitch black. Ah ouais, il faisait bien noir encore, toutes heures du matin. Ouais, c'est pas glamour comme arrivée. Ben, tu sais, c'est bien correct. Arikana, ils ont changé en fait les heures de course. Ça. Avant, t'arrivais durant la journée. Ouais. Mais maintenant, ils ont changé justement pour que le mid-pack, il n'y ait pas 2 nuits à traverser, puis c'est bien correct. Là. Ouais. C'est ça, sauf que ça fait que les plus vite arrivent la nuit. Ouais, c'est exact. Ouais, mais c'est un peu comme ça aussi, tu sais, je regardais, je pense que c'est le Hard Rock 100 cette année, qui était, tu sais, les gars sont arrivés de nuit, tu sais, parce que c'est plus plate pour comme 10 personnes, mais c'est vraiment mieux pour tout le reste, dans le fond. Exact, tu sais, je pense que c'était la même visée pour eux, pour le Hard Rock, là. Je me souviens plus à quelle heure ça finit pour le Hard Rock, mais ouais. Exact, il arrive de nuit. Ouais, c'est ça. L'UTHC, c'était-tu au top de ta liste d'objectifs pour la saison? Ça l'a été. À un moment donné, non. Puis c'est revenu, là, vu que j'ai cancellé d'autres races, finalement, c'est devenu plus une priorité. Mais en même temps, j'ai pas eu le training optimal. Fait que je te dirais oui et non, mais c'était quand même quelque chose. C'était une course que je voulais quand même gagner. Fait que là, quand j'ai décidé finalement de la faire, c'est sûr que j'ai mis tous les moyens là, pour y arriver, là, mais ça a été un peu compliqué comme entraînement pour arriver jusqu'à là. C'était quoi, mettons, les plans qui ont changé? C'était en raison de quoi? C'était-tu... J'ai fini 2e au Québec Mégatrail, que je pense que c'était là sur le 50 kilos. Puis ça donnait... Mon ami JP qui a gagné. Ouais, exact. J'ai compétitionné avec lui. Je l'ai pas vu de la race, là, mais à la fin, j'étais comme, je demandais les splits pour essayer d'aller le chercher, mais finalement, c'était pas tant faisable. Ouais, mais il a fait une super belle course. Il est solide. Ouais, vraiment solide. Ouais, c'était pas la première fois que je courais avec, un solide athlète. Ouais, vraiment. Ouais, fait que c'est ça. Lui a gagné, j'ai ramassé la 2e position, puis j'étais bien content avec ça. Et c'était quand même, mettons, moi j'ai fait j'ai essayé de faire le 80 à ce moment-là. Ouais, c'est le 80, ouais. Puis, mettons, c'était 2 hosties de fin de semaine chaude, le UTHC. Puis ça, on y reviendra tantôt pour l'UTHC, là, mais même le Québec Mégatrail, je me rappelle, là, moi, man, à amener, c'était genre...
tu sais, le 80 commence en montant le massif. Ouais. Puis là, j'étais rendu au milieu de la montée du massif. J'étais c'est comme si je m'étais baigné, puis il était 5 heures le matin, là, tu sais. Ouais, c'était bien humide. C'était fou, là, ouais. Ouais. Fait que, deux courses humides, c'est ça, la chaleur, c'était un point, oui, mais l'humidité sur ces deux courses-là, là, c'était challengeant. Vraiment. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'avec cette course-là, cette position-là, j'avais la chance de pouvoir aller faire la finale de la Golden Trail Series. Ouais. Puis là, j'essayais de m'informer s'il fallait que je fasse une autre course du circuit pour finalement pas tant avoir de réponse. Puis comme le feedback que j'ai eu, c'est qu'il fallait que je fasse une autre course. Il aurait fallu que je fasse la Meadow Alpine, je sais plus quoi, au BC. Ouais, c'est exact. Ça, JP est allé justement. Ouais, JP le fait. Mélodie Gilbert aussi, qui a fini 3e, qui était là aussi. Fait que c'est ça que j'aurais fallu que je fasse. Puis finalement, ben, j'ai juste cancellé tous ces projets-là. Fait que je suis revenu à mon plan initial qui était de faire UTHC. Ouais. Puis est-ce que dans ton training, il y a une différence quand, mettons, tu planifies... Parce que le Golden Trail Series, c'était des 50 kilos? Ouais, ben oui et non. La finale, c'était un 25 kilos. Puis c'est gros ça qui me faisait hésiter. Hein? Je suis fort à partir de 50 kilos. Je considère pas que je suis ultra rapide. Fait que du 25 kilos... Peut-être que je le suis puis je me mets une barrière physique, là. Mais pas physique, mais mentale. Mettons, tout est relatif dans la vie. Là. Je te garantis que t'es ultra rapide, mettons. Là. Mais je peux comprendre que ton hésitation par rapport au top class. Mettons. Ouais. Puis justement, comme à comparer à un gars comme JP, tu sais, justement, il y a plus de vitesse que moi. Puis, tu sais, j'essaie d'aller chercher des races aussi qui vont correspondre à mes forces aussi, parce qu'il y en a plein de races, on peut en faire plein. Fait que, tant qu'à ça, c'est sûr que ça prend des races challengeantes aussi pour évoluer, mais en même temps, quand vient le temps de compétitionner, c'est bon d'aller chercher ses atouts aussi puis de mettre les chances de son bord. Ouais. Puis en termes d'entraînement, est-ce que tu changes ton plan d'entraînement selon... Tu sais, est-ce que ton entraînement pour un 50 va vraiment être différent de l'entraînement pour un 125? Ouais, quand même. En termes de volume, ça va être différent, puis en termes d'intensité aussi. Là, fait que oui, ça va gros varier. Ouais. Mais la base reste quand même la même. Là. Ouais. OK. Puis là, l'UTHC, comme on disait juste avant de tourner, on s'est croisés sur le parcours. Je sais pas si tu m'as remarqué, là, mais on s'est comme... Moi, j'ai croisé 2 personnes en descendant les Morios, puis c'était toi, puis le gars avec qui t'étais. Ouais, j'étais dans ma zone à ce moment-là. Ouais, mais tu sais, moi, quand je t'ai vu, mettons, puis là, t'es passé, tu descendais vite en tabarnak. Il fait genre, qu'est-ce que ce gars-là, man, il est en feu, là. Puis, mais je me suis dit, si vous êtes les 2 seuls que je croise, parce que j'ai comme passé l'embranchement tout de suite après, j'ai juste vu 2 gars, genre, j'ai dit, si vous êtes les 2 seuls que je croise, je suis sûrement parti trop vite, là. Ouais. Moi, je savais pas la boucle des Moria, c'était longue comment, mettons. Ouais. Mais tu sais, j'étais arrivé après, comme, peut-être 50 minutes, 1 heure après vous autres, à l'embranchement où est-ce que je vous avez croisé. Fait que j'ai fait genre, si je suis juste 1 heure derrière eux autres qui descendaient en tabarnak, je suis sûrement parti trop vite, là, tu sais. Ouais, ben, oui et non, parce que je considère quand même que je suis parti lent. Tu sais, ça dépend tellement. Tu sais, c'était super humide. Je pense que c'est à cause de l'humidité qui fait en sorte qu'on est parti quand même relativement lent, je pense, sur notre pace, mais tout le monde avait des drôles de sensations dans le sens que théoriquement, je forçais pas tant que ça, mais mes sensations, c'était vraiment dégueulasse. C'est comme, j'avais l'impression d'être en zone 4 tout le long, puis pourtant, je me disais, en termes d'allure, c'est comme, je suis où ce qu'il faut. Ouais. Puis j'ai de la misère à respirer, j'ai vraiment pas des bons feelings. Tu sais, Moria, c'est la descente un peu qui m'a sauvé mentalement parce que je suis fort en downhill, parce que la montée, j'étais complètement démoli. Là, tu sais, j'étais en train de douter, même si je me permettais pas de DNF sur celle-là, de ne pas finir. J'ai vraiment gros douté. Puis là, j'étais comme, ça sera pas ma journée. Là. Ah ouais, hein? Puis là, t'es de bonne heure quand même dans les Morios, là. Ouais, on est de bonne heure dans le race. C'est là qu'elle commence, en fait. Là. Ouais. Puis tu sais, moi, je suis arrivé en haut, puis peut-être que ta face de gars qui avait de la misère en haut m'a aidé parce que j'ai croisé Mathieu Blanchard dans la montée. Ouais. Puis moi, là, j'étais dans le Montréal, j'étais en train de me dire, je suis dans la marde, parce que ça n'a pas de bon sens. Là. Ce qui se passe, j'étais mouillé comme si je venais de prendre une douche dans mon linge. Ouais. Puis là, je me disais, faut que je boive pour compenser ça. Ça n'a pas de sens. Mais là, genre, je manquais d'eau, puis j'étais en train de me dire, genre, ça va pas pantoute, là, mes affaires. Puis
j'ai croisé Mathieu, puis il a dit c'est facile pour personne. Là. Je viens de voir Elliott en haut, il avait pas l'air d'avoir de fun pantoute, puis même pour les premiers, c'est tough. Fait que là, j'ai fait ok, peut-être que ça va dans le fond. Vraiment, là, je pense qu'il y a personne qui, jusqu'au Morias, l'a eu facile pour vrai. Ouais, c'est ça. Puis, fait qu'après ça, toi, t'es arrivé au premier ravito assisté. T'avais-tu une équipe avec toi? J'avais la team de NAC qui faisait mon crew. Ouais. Fait que, à ce ravito-là, j'avais une petite équipe là, pour faire mes. Puis là, t'es arrivé là parce que rapide. moi, quand j'étais arrivé au premier ravito au premier ravito assisté, là, à 35, je pense, là, à peu près. Ouais, ben les marmottes, ça devait être 35. Ouais. Puis moi, ça allait encore bien. Toi, après la descente, ça t'a remis en confiance. T'étais-tu encore en mode je finis pas aujourd'hui ou ben pas en mode j'explose tantôt, genre? Non, il m'a remis en confiance le downhill, puis c'était le fun au Morias, justement, le fait que c'est pas de nuit sur les Morias, qu'on est encore en plein jour. Il y avait beaucoup de monde. Beau en haut, man. C'était vraiment beau. C'est incroyable, pour vrai. Si les gens ont juste la chance d'aller... Tu peux en plus camper en haut du Mont Morias, là, tu t'installes où tu veux. Ça vaut vraiment la peine. Là. C'est une méchante belle montagne. Puis, vous la pognez de nuit, sinon? Non, ben, avant, on la pognait. Parce que pogner ça de nuit, man. Moi, je m'imagine juste, à un moment, il y a comme une corde, puis là, tu fais de l'escalade. Je m'imagine de nuit, parce que, tu sais, quand t'arrives, quand ça fait, mettons, moi, ça faisait peut-être 40 minutes que je montais, puis là, tu commences à voir des éclaircies, tu sais, dans les arbres, puis tout. Dans la nuit, tu les vois pas, là. Non. Fait que là, t'es craqué, man, je monte encore, tu sais pas si t'arrives en haut. Tu sais jamais quand ça l'arrête. Mais non, avant, on le pognait, les premiers, on pognait tout juste au lever du jour. Mais tu sais, je sais pas, il devait être quelle heure, mettons que ça se lève à 6 heures. Le départ était dans la nuit, dans le fond? Dans la nuit, je pense que c'est comme à minuit. Puis c'est ça, on arrivait vers ces petites heures du matin, fait que tu voyais juste la lueur du jour, là, tout le ciel orangé. C'était super beau aussi. Mais il n'y avait personne en haut des Morias à part un photographe. Mais tu sais, là, cette année, vu que c'est en plein jour, c'est comme le fun pour les gens d'aller en haut puis cheerer un peu. Là. Ouais, de voir le monde passer. Ouais, ça a fait du bien pour voir du monde. Là. Ouais, maison, man, maison. Puis moi, dans le fond, après ça, tout est arrivé au Haut-de-Gorge. Probablement que c'était encore à la clarté ou genre c'était le début de la nuit là. Ouais, non, il commençait à faire noir. J'ai mis ma frontale là, entre la Chouette là, qui est à combien de kilos la Chouette? Ça doit être à 50. Il y a un autre petit ravito là, sur les chemins d'accès, pas mal à 50 kilos. Puis t'as comme un bon 10 kilos pas mal de descente. Ouais, de la descente qui est rough quand même. Ouais, ben si c'est roulant, je suis habitué de m'entraîner gros ces chemins de terre en plein hiver, puis c'est mon genre de terrain. Fait que, là, j'ai repris vie. Là, j'ai repris confiance. C'est comme, OK, là, j'ai un bon moment, la descente va bien, c'est comme je vais en profiter à fond, puis je vais arriver vite au Haut-de-Gorge, puis c'est ce que j'ai réussi à faire. Mais ouais, j'ai mis la frontale, je pense, à mi-chemin là. Okay. Mais tu sais, c'était pas encore super noir, là, mais il commençait. Ouais. Tu vois, nous autres, ce petit passage-là, on l'a pas vécu de la même façon. Non, tu l'as pas aimé. Moi, ça faisait quand je suis arrivé, c'était quoi le nom du ravito là, juste avant? La Chouette. La Chouette, ouais, c'est ça. Quand j'étais arrivé là, moi, j'avais les jambes qui crampaient là, complètement. Là. Mollet quad, des gros punch, puis là, j'étais comme... Pas grand-chose que je peux faire contre ça. Là, non, puis cramper sur, je te dirais, une des 2 sections roulantes du parcours, c'est pas optimal. Il faut que tu puisses en profiter. C'est les seuls temps que ça va rouler. Cramper dans une montée, ça va quand même. Parce que tu marches pareil. C'est ça, Mais là, comme je crampais, puis tu sais, il y a comme des... ça roule, mais il y a des roches. Ouais, c'est de la caillasse, roches lousses, là. Puis là, c'est une roche louche, c'est pas le fun non plus. Non. Fait que là, j'étais de même, je descendais, j'essayais de faire de mon mieux pour pas tomber ou genre pas cramper là. Non plus, là. Fait que genre les jambes. Mais j'ai pas pu laisser aller ça. Alors, tu vois, la déshydratation devait être déjà entamée un peu là, pour commencer à cramper. C'est ça. C'est ça que, tu sais, après ça, je me suis informé. Tu sais, on en a parlé un peu à des nutritionnistes, puis essayer de comprendre, là, tu sais, vraiment, c'était quoi. Puis, tu sais, mon seul apport en électrolyte, c'était dans mes gourdes. C'était mon Upica, dans le fond, d'un gourde. Puis, probablement que c'était pas assez, là, en termes de potassium. J'aurais dû m'amener des pilules d'électrolyte, dans le fond. Là. Ouais, comme juste de sodium. Là. Ça dépend aussi à quel point tu sues. Tu sais, chaque personne va suer d'une façon différente. Là, terrible. Mais, comme tu dis, si t'étais trempé, il y a des bonnes chances que ton sodium, là, tu le perdais tout puis t'avais plus de rétention d'eau. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, moi, on m'avait dit qu'après les Hautes-Gorges, ça roulait plus. Est-ce que c'est le cas? Ben, ça monte moins. Fait que, ceci dit, oui, mais ça reste super technique. C'est technique quand même. Ouais. Moi, on m'avait vendu l'UTHC comme moins technique que le QMT, puis honnêtement, je suis pas sûr que c'était moins technique que le QMT. Les bouts que j'ai faites, mettons, là, tu sais, je pense que c'est les Grands Jardins, là, fait qu'entre
les deux ravitaux assistés, les deux premiers ravitaux assistés, c'est tough, man, ce bout-là. Là. Non, juste pour se rendre au Morios, là, tu sais. Ouais. Non, c'est zéro roulant, puis je me souviens, ma réaction à fret en arrivant à 3h45 du matin, c'est comme, j'en veux plus un qui me dise qu'Arikana, c'est roulant, c'est comme, c'est tout sauf ça, je viens juste de, genre, en baver dans des chemins techniques, c'est comme, on va mettre ça au clair. On va mettre quelque chose au clair. C'est pas roulant, c'est technique. Ouais, c'est ça, exact. Fait que dans le fond, là, après ça, le reste de ta course, comment ça a été pendant la nuit, là? Ben, tu sais, ça fait du bien arriver premier au haut-de-gorge, puis... Surtout, je l'ai DNF 2 fois cette race-là, puis à chaque fois, tu sais, quand j'arrivais au haut-de-gorge, j'avais même pas le courage de vraiment continuer la race, de passer la nuit. Fait que d'arriver au haut-de-gorge relativement en bon état, puis je venais d'avoir comme un petit high. Ouais. Ça m'a mis en confiance, puis là, je suis reparti à bloc pour aller jusqu'au Coyote, qui est 85 kilos, qui était une autre section que je n'avais bavé l'année dernière, puis c'est là que j'avais arrêté. Ouais. Fait que mon objectif, c'était juste me rendre à ce ravito-là, puis d'être en meilleure condition que l'autre année. Puis en plus, j'étais en première position, fait que c'est comme juste de sécuriser ça. Puis ça c'est un long bout de technique, justement. Là. Ouais. C'est une longue montée qui finit jamais. Je pense que c'est comme 18 kilos, pas mal de montée. Super technique, il longe un petit ruisseau puis des lacs. Puis tu sais, t'es toute seule. Fait que non, ça a été un bout de long. En plein milieu de la nuit. Là. Ouais, ça a été un bout de long, mais j'ai eu des bonnes sensations durant cette section-là. T'as-tu un passage à vide un peu pendant ce temps-là ou non, pas pantoute? Là, je te dirais c'est le seul bout de la race qui a relativement super bien été. Ah ouais, hein? Mais tu sais, me rendre jusqu'au Moria, c'était pénible. Tu sais, j'étais déjà dans le rouge en début de race. Ce bout-là qui a bien été, tu sais, se rendre au haut-de-gorge, c'était correct. Monter la noyée qui est juste après. Ben, tu l'as fait, la noyée, là, justement. Ouais. Ça c'est un autre bout que je redoutais, puis je l'ai bien passé. Ouais. Mais c'est une montée qui est pas si à pic. Fait que t'es comme pogné à courir tout le temps. Genre, non, pas moi. Moi, je power walker ce bout-là. Mais c'est ça qui est plate. C'est comme, si tu te mets à marcher là, c'est comme, tu te le dis à toi-même, c'est comme, tu sais, je devrais être capable au moins de jogger certaines sections. Fait que c'est comme, c'est pas encourageant quand tu dois te mettre à marcher à cette section-là. Ouais. C'est comme l'autre année, c'est ça que j'avais fait. Moi, j'avais dû arrêter. Je pensais vomir, je devais marcher, puis ça m'avait démoralisé complètement. Sûr, là. Fait que, puis après ça, du 85, du Coyote jusqu'à l'arrivée, après ça, il y avait le split neck, mais mettons... Ouais, t'as le split neck que j'attendais quelqu'un, fait que c'était quand même une bonne motivation. Je savais que j'avais un gourou là, qui m'attendait aussi, là, c'est comme je l'ai cravé. Là. Ah ouais, j'avais besoin de caféine, puis ça donne un bon kick. Boost. Je sais pas si t'as déjà essayé. Ou... Non, mais moi, c'est le pétillant qui m'énerve un peu dans ça. Ouais. OK. Ouais, mais faudrait que je l'essaye dans le fond. Là, fait que toi, t'es plus du genre prendre du Coke flat. Ouais, du Coke flat, du Dr Pepper en fait. Okay, moi, c'est comme dans mes drop bags, il y a tout le temps un Dr Pepper. Là. That's it. Ouais. Mais honnêtement, c'est rare que je me rends à un point où est-ce que je prends mon drop bag. Là. Mes trois derniers DNF, c'était au drop bag. Là, ah ouais. Fait que finalement, tu le prends, mais juste pour chiller. Je le prends en descendant dans le char. Là, ouais, exact. Ouais. Ah ouais. Ah non, tu vas réussir. Check-moi, je l'ai DNF 2 fois. J'ai fini 2e, c'est une année que ça avait bien été, puis là, j'ai réussi à la gagner. Mais c'est des courses que c'est tellement long, là, il peut tellement arriver de trucs. C'est ça, c'est dur à maîtriser pour vrai. C'est pas comme un 50, tu peux toujours te traîner jusqu'à la fin, puis c'est pas trop démoralisant. Mais c'est justement, comme tu disais tantôt, à 60 kilos, t'es à la moitié de la course, c'est quoi, tu vas marcher tout le reste? Ben c'est ça, moi c'est ça qui m'est arrivé dans toutes mes 80, puis peut-être que tu peux donner ton opinion sur ça, mais moi, mettons, je sais que je suis capable de marcher pendant tout ce temps-là. T'sais. Ouais. Mettons, je suis pas, tu sais, puis je l'ai jamais fait, sauf que je sais que je suis capable de marcher pendant 60 km en mangeant, là, avec des ravitaux puis tout, là. Ça, je suis au courant, je suis capable de faire ça, fait que c'est pas... Même si je l'ai jamais fait, c'est pas un défi que je vise à accomplir. Non, c'est ça, t'es pas là pour ça. Fait c'est ça. Faut que tu respectes genre c'est pourquoi t'es là puis dans quoi tu t'es engagé. T'sais, si c'était juste pour finir, vas-y, marche. C'est ça. Mais si c'était dans un but d'atteindre tel temps ou justement de juste toute la courir puis d'avoir la race comme digne d'un peu tes trainings, mais là peut-être ça vaut plus la peine de tu vois, moi ce que tu viens de dire là, c'est exactement comme ça je le feel là, dans mes courses, puis chaque fois que j'ai arrêté, c'est parce que je me disais marcher à 14 minutes du kilo,
jusqu'à la fin, man, ça va être bien trop long. Là. Ouais, c'est genre, vraiment. puis en arrivant, je vais pas me sentir gratifié d'avoir marché jusqu'à la fin parce que je sais que je suis capable de marcher jusqu'à la fin. Tu sais. Ouais, exact. Fait que ouais, c'est ça. Mais écoute, en même temps, chapeau à tous ceux qui le font parce que Ben oui. je le fais pas. Non, exact. Mais c'est ça. Fait, si c'est sur leur objectif ou sinon, justement, l'optique d'abandonner pour eux, c'est pas une avenue, mais tu sais, c'est hot aussi. Dans le sens, c'est propre à chacun. Tu sais, on a plein de raisons pourquoi on va courir un ultra, puis il faut se respecter. Tu sais. Exact. Ouais. C'était quoi ta stratégie nutrition pendant l'ultra, mettons? C'était quoi? Okay. En 2 questions. Ouais, vas-y. C'était quoi le plan? C'est quoi qui s'est passé? OK, ouais. Ben, le plan, moi, ça a toujours été touché un peu. Je pense que à partir de 2018, j'ai comme toujours commencé sur des longs à avoir des problèmes gastriques, là, puis la bouffe qui passe plus pantoute, là, puis des grosses crampes là, intestinales, puis ça devient comme impossible courir. En tout cas, pour moi, ça, la minute que ça pogne de même, j'ai aucun fun. Non, c'est ça. Ça, c'est un autre aspect aussi, le fun. Là. Ouais. Tu sais, quand j'avais les 2 quads, les 2 mollets ben jamais, j'avais plus de fun pantoute. Non, exact. C'est pas genre, mais là, je vais power through. C'est comme, non, man, j'ai plus 0 fun. Tu sais, pour avoir du fun, j'en ai pas pantoute. Non, exact. C'est comme normal d'avoir des gros lots, justement, puis des fois, ils peuvent être vraiment longs. Mais si tu le vois qu'il va y avoir une avenue comme le fun après tout ça, mais tu sais, là, c'est là que ça vaut la peine. Mais quand tu le sais qu'il y a, justement, ça débloquera juste jamais, puis ça sera pas le temps que tu veux. Puis là, justement, la notion de fun est perdue. Mais c'est dangereux parce qu'il faut pas que tu t'épuises cette source-là de motivation non plus. Ouais. Parce que si t'en baves tout le temps, puis ça devient de moins en moins le fun, mais là, tu vas perdre cette belle motivation-là. T'es mieux des fois de setback puis de revenir plus craqué. Je comprends. Fait que t'avais des problèmes de digestion à partir de 2018, Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai gros essayé de figurer, bon, qu'est-ce qui cause ça? Mettons, trop de sucre qui peut causer ça. Pas assez de liquide pour tes glucides que t'as exact. Ou sinon, justement, trop de boissons liquides. Fait que c'est comme une balance entre tout ça, d'avoir de la nourriture quand même solide. Fait que c'est là que à mon DNF à Ricana, l'année dernière, j'ai parlé avec Ray Zahab qui a comme ça généreuse en pleine générosité, qui a voulu m'aider là-dedans, puis qui me donnait plein de trucs à ce niveau-là. Puis il m'a dit, écoute, genre tu consommes trop de sucre rapide, ça va te prendre des glucides complexes, puis des trucs qui se digèrent un petit peu plus lentement, mais qui ne vont pas te saturer en sucre. Ouais. Puis j'ai commencé à rouler sur des purées de patates douces, purées de pommes de terre aussi. Puis depuis ce temps-là, ça va super bien. Fait que je fais un mix de ça, puis drink mix aussi. Puis dans le fond, tes purées de patates, t'es fait toi-même? Là? Ouais, là, j'ai fait moi-même. Ça peut s'acheter comme les petites purées de bébé, mais souvent, elles sont pas assez caloriques. Ouais. Ça va être comme 120 calories par petite baby pouch. Fait que c'est comme pas vraiment assez. Fait qu'en les faisant moi-même, je rajoute de l'huile d'olive, du sel, puis des fois, tu peux mettre les épices de ton goût. Fait que c'est gros du stock avant une course. C'est comme... tu blends tout ça, tu remplis tes baby pouch. Après, c'est surtout après la course aussi. Mais là, tes baby pouch, là, c'est quoi? Dans quoi tu mets ça? J'ai acheté ça sur Amazon. C'est des petites baby pouch réutilisables. Fait que t'ouvres comme un sac Ziploc. Puis tu remplis ton stock, tu refermes ça scellé. Puis t'as ton petit bouchon. T'as un petit bouchon comme une affaire de purée de pommes. Le petit bouchon, il est pareil. Là. C'est juste que... Et puis ça referme. Ouais, c'est juste qu'il s'ouvre. Fait que tu peux remplir, le laver, puis... Ouais. C'est hot, ça. Ouais, c'est hot. Puis, fait que, mettons, c'était quoi mettons, un sac de ça, tu sais-tu combien de grammes de carbs t'as par sac, mettons? Ouais, je suis pas assez geek pour l'avoir calculé, là. Tu fais juste faire un sac, tu te dis, ça, c'est à peu près ça, puis... Ce que j'ai réalisé avec le temps aussi, c'est que à un moment donné, j'ai comme trop voulu, tu sais. Tu veux avoir le 50 grammes de glucides par heure et plus si t'es capable. Fait que là, j'essayais de me sticker à ça, puis là, je mangeais trop. Je mangeais trop pour ma capacité. Peut-être que ça marche pour des gens, prendre 4 gels à l'heure ou 90 grammes de glucides. Ouais, exact. Moi, ça marche juste pas. Fait que j'ai réalisé avec le temps, c'est comme, faut que je me fasse confiance. C'est comme, écoute, je vais peut-être courir un peu sous-alimenté, mais au moins, j'aurai pas de problème gastrique, puis je vais pas me rendre au bout. Parce que là, à chaque fois, c'est comme, OK, peut-être j'avais de l'énergie, mais je crampais, puis j'étais plus capable d'avancer. Mon ventre gonfle, puis... Puis c'est juste vraiment désagréable. Fait que je me suis dit, regarde, j'aime mieux
j'aime mieux avoir un peu plus de l'eau parce que j'arrive pas à 100% peut-être m'alimenter comme faut, mais de pas avoir de problème gastrique. Puis tu sais, overall, je pense que je réussis à aller prendre les calories que j'ai besoin parce que il y a eu des courses que mon énergie était steady tout le long, là, puis j'avais pas de problème. Puis en entraînement, c'est ça qui arrive aussi, là. En entraînement, ça passe toujours bien. C'est sûr que race pace, c'est complètement différent. Ouais. Fait que t'as ça avec toi, plus la boisson ultra de NAC. Ouais, exact. Ouais. Puis rien d'autre. Pas de bar, pas de gel, pas rien de ça. Non, c'est fini les gels. Ouais. Tu sais, avant, j'avais essayé de rouler sur Martens aussi, que je trouvais qu'il passait vraiment bien. Puis j'ai quand même eu des mauvaises expériences. Fait que ça donne moins le goût un peu, mais c'est quand même des gels qui passent relativement bien. Ouais. Fait qu'une pouch comme ça à l'heure, plus tes drink mix. Exactement ça. Une pouch à l'heure, puis drink mix, j'essaie de... Tu sais, en liquide, j'essaie d'avoir au moins entre 500 ml et 1 litre à l'heure. Puis je mets toujours au moins 1 à 2 scoops de drink mix. Tout dépendamment, tu sais, mon besoin en électrolytes. Tu sais, comme là, être taché, ça en prenait un bon scoop ou deux. C'était ça mon affaire. J'aurais dû me mettre 2 scoops par truc, là, par bouteille. Là. Ouais, parce qu'on a tellement sué, justement, c'était humide, quelque chose de rare. Mais c'est intéressant ça, juste le fait de dire, parce que ici, tu sais, les gens qu'on a reçus, souvent, tu sais, on parle de c'est quoi le guideline, mettons, optimal en termes de nutrition, tu sais, puis tu sais, il y a un guideline, là, tu sais, mettons, il y a des recherches qui disent que tant de glucides, ce serait comme ce qu'on peut maximum ingérer à l'heure, mettons, mais c'est intéressant d'entendre ta position, de faire comme, je l'ai trop fait, tu sais. Je l'ai trop fait, puis ça marchait pas pour moi, là, tu sais. Non, exact, puis... Tu sais, ça, c'est pour la nutrition, mais je pense que pour le training, c'est la même affaire, là. Tu sais, peut-être qu'il y a des belles formules marathon, là, dans des livres, puis tu vas essayer de suivre ça à la lettre, puis c'est peut-être juste pas le type de training pour toi. Tu sais, il y en existe plein de théories d'entraînement. Trouve celle qui fonctionne pour toi, puis même affaire pour la nutrition, tu sais, faut tester. Ça m'a pris 2 ans avant de trouver cette formule-là, que là, en ce moment, je trouve qu'il fonctionne bien, puis peut-être qu'elle fonctionnera pas toujours bien, mais pour l'instant, c'est ça qui va bien. Là. Je vais essayer d'improve aussi, peut-être essayer de rajouter des trucs aussi pour avoir plus d'options parce que c'est le fun d'avoir d'autres options. Là. Ben oui, c'est ça. Changer les épices de ta purée. Exact. À chaque page, t'as une nouvelle épice différente. Puis ça, c'était ton plan. C'est-tu ça que t'as fait tout au long de la course ou amener, t'es comme fait... Donne-moi 2 litres de coke, puis genre, je vais le défoncer. Ouais, ben c'est ça. Ça, c'était le plan. Puis je l'ai tenu, là, vraiment longtemps. Je te dirais jusqu'à 85 kilos, j'étais encore sur des purées. Puis ben, j'ai été tout le long sur des purées. En fait, c'est juste qu'à un moment donné, j'ai slacké, là. J'en avais peut-être pas une à l'heure. J'y prenais quand même sur moi. Je me suis dit, regarde, ça se remet à... Si la motivation est là pour repartir sur une baby pouch à l'heure, je vais m'y remettre. Mais non, tu sais, j'ai commencé tranquillement à prendre du coke, jamais trop des grosses quantités d'un coup, puis tu sais, dans la nuit, ça faisait juste trop de bien. Puis moi, j'aime le pétillant, fait que ça faisait du bien d'avoir ça au ravito, puis justement, avoir su, j'aurais essayé de peut-être avoir des gourous un petit peu plus souvent, tu sais, j'en ai eu un au haute-gorge, un au split neck, et on dirait que je n'aurais pris... on dirait que je n'aurais pris plus. En même temps, tu veux pas trop de caféine non plus. Là, je l'ai pas testé plus que 2 en training. Fait que, tu veux pas arriver la journée de ta course, puis genre là, t'es wired. C'est parce des pulsations dans le fond. Là. Exact. Puis tu sais, la caféine, ça réveille, ça fait du bien, mais trop, il y a une limite. Puis je l'ai déjà testé en training, surtout... tu sais, quand tu prends trop de café, puis là, tu fais un training à jeun, on dirait que tu le sens encore plus, là. Puis là, tu deviens fébrile, puis t'as l'impression d'être dizzy, puis là, c'est pas le fun, puis tu veux pas filer de même en course. Déjà que t'es plus sensible à filer comme ça là, sur un ultra. Là. Ouais, c'est clair. Mais moi, mettons, le coke, là, tu sais, quand j'arrivais au ravito qu'il y en avait, là, je sortais mon petit gobelet, puis là, genre, tu sais, tu t'en verses, puis ça m'aidait, même si le pétillant, c'est pas ce que je triple le plus, mettons, ça m'aidait à lâcher un gros crise de rot, man. Puis là, c'est comme, alright, on est reparti, là. Non, c'est ça, on dirait que ça fait juste du bien à l'estomac, là. Ouais. C'est un petit reset, là. Ouais, c'est ça, exact. Ça aide la digestion un peu, là. Cool pour ça. Puis toi, dans le fond, le long de même, là, le ultra, c'est depuis quand que tu fais ça? Puis c'est quoi t'arrives de où en termes d'athlète, là? Ouais, en termes d'athlète, si on remonte tout début, ben moi, je faisais du skate avant. Ah ouais, hein? Skate, snow, c'était sport extrême. Puis... Il y a quand même des similitudes, honnêtement, dans, la pratique du sport comme étant un sport extrême, entre guillemets, mais dans le lifestyle aussi, là.
Ouais. Tu sais, dans comme les événements, dans comment le monde sont, tout le monde est quand même relax dans l'ultra, du moins de ce que moi j'ai vu là, dans les peu de courses ultra que j'ai faites. Le monde est comme chill, tu sais, puis il y a comme une communauté relax, puis qu'on prend une bière à la fin. À la place de boire de l'eau puis de repartir sa récup, c'est qu'on prend une petite bière là. Exact, ouais. Tu sais, l'aspect chilling est autant là, je trouve, dans les deux sports. Ouais. Puis, tu sais, sinon, en termes de sport directement, mais tu sais, dans les downhill, tu sais, faut quand même que tu sois casse-cou un peu. Puis c'est là que, en plus, c'est ma force. Puis je pense que c'est en partie à cause que j'ai fait du skate jeune. C'est comme tomber en skate, c'est juste ça. Genre, tu tombes 10 fois avant de réussir ton truc. Fait que en downhill maintenant, c'est comme j'ai une belle anticipation, puis j'ai pas trop peur de tomber. Fait que je me dis, j'ai quand même acquis pas mal de réflexes. Fait que si je tombe, je suis quand même confiant que je vais tomber de la bonne façon. Fait que ça, j'ai l'impression que ça m'a gros aidé à ce niveau-là. En tout cas, quand on s'est croisés, man, genre, je t'ai vu et j'ai fait tabarnak, man, t'étais genre puis comme vraiment une chef de montagne qui descend, puis moi, après ça, j'ai descendu. Puis la descente, j'étais vraiment confort aussi dans la descente. Mais moi, je prends pas des risques énormes. Là. Je suis pas genre... Je les cours pas à bloc, mettons. Là. Sauf que j'étais là, man. Je repensais à comment je t'avais vu descendre. J'étais là, man, ça n'a pas de bon sens. Là. C'est quand même technique en tabarnak, cette descente-là. Tu sais. La descente des Morias, c'est vraiment technique. Puis tu vois, moi, j'adore. Plus c'est technique, plus c'est casse-cou, plus que tu peux te casser, mieux j'aime plus ça. Puis... Je vais aller chercher encore plus un avantage souvent sur les autres athlètes là, quand ça devient dangereux. Fait que j'aime ça comme ça. Fait que là, tu faisais ça. Puis après ça, c'est quand, mettons, que tu t'es introduit au sport d'endurance plus que le sport extrême? Ouais, ben après ça, tu sais, j'ai fait aussi ma dernière année secondaire, j'ai joué au football. Fait que je me suis toujours entraîné aussi. Mais tu faisais pas track cross-country au secondaire? Non, mais tu as les tests physiques, là. Comme tout le monde, là. Je savais que j'avais quand même un bon talent à la course à pied. J'avais déjà fait une compétition de cross-country, mais j'aimais pas courir. Dans le sens... Quand j'étais jeune, courir, pour moi, c'était pas un sport cool. Ouais, je comprends. Puis finalement, au contraire, je trouve que c'est tellement un sport qui est nice puis qui mérite d'être plus connu. Là, mais bon, en tout cas, quand on est jeune, c'est le skate qui est cool. Ouais, ben non, Chris Maison. Ouais, fait que non, c'est ça. Après ça, je me suis toujours entraîné, puis j'ai toujours aimé les défis, puis j'ai toujours aimé la randonnée aussi. Tu sais, quand on allait boire, mes amis, la fin de semaine, mais le lendemain, moi, j'allais tout le temps faire un hike, comme justement pour me resetter. Je trouve que ça fait toujours du bien se retrouver en nature. Ouais. Puis mes beaux-frères, ils ont déjà fait des marathons. Puis ma blonde, elle m'a comme dit ah ouais, c'est tough ça, un marathon. Puis je suis comme me semble, moi, je regarde ça, puis on dirait que je serais confiant d'aller faire ça. Comme du jour au lendemain. Puis je me suis inscrit à un demi-marathon. J'ai fait un demi-marathon, puis j'ai aucune idée pourquoi, mais la piqûre est partie avec de là. Pas d'entraînement à proprement parler ou un petit peu d'entraînement avant? À peine d'entraînement, là, ça s'est tout fait vraiment vite. C'est comme je voulais le faire pour le défi. Je pensais pas que j'allais comme continuer dans course à pied, puis j'ai juste tombé en amour. Je peux même pas expliquer pourquoi. Ouais, je peux même pas expliquer pourquoi, parce que en plus la route, c'est pas ce qu'il y a de... En tout cas, pour moi, en ce moment, c'est pas ce qu'il y a de plus trippant. Ouais. Mais c'est ça, je suis tombé en amour, puis après ça, j'ai réalisé que comme c'est une discipline qui se fait ça en trail, là. T'es pas obligé de courir sur route, là, tu peux le faire en sentier, puis vu que j'aimais la randonnée, c'est comme c'est le monde idéal, puis c'est ça que je veux faire. C'est quand ce demi-marathon-là, mettons, en termes de date, là, d'année? 2016, je crois, je suis pas très bon dans les dates, mais il me semble 2016. Toi, t'as quel âge? J'ai 29. Fait que ça t'amène, t'as 23 ans? Ouais. Puis cette question-là m'intrigue toujours parce que clairement, t'as un esti de moteur, là, tu sais, de toute évidence. Fait que j'avais posé cette question-là aussi à Mathieu Blanchard quand il était venu sur le Sans Fil podcast, là, puis je disais, lui il disait, j'ai fait mon premier marathon, tu sais, pas trop entraîné, puis c'est comme, ok, man, mais je veux juste savoir combien t'as fait parce que clairement, je suis pas sûr qu'on parle le même langage, là, tu sais, en termes de machine puis de capacité aérobique. Puis lui, il m'avait dit 3 heures, j'ai fait, ok. Genre, quelqu'un qui fait son premier marathon en 3 heures, clairement, il y a quelque chose de plus que monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute peut-être en même temps en ce moment, là, tu sais. Mais, fait que toi, ton premier demi, tu le fais en combien, mettons, pas trop entraîné? Oh boy, honnêtement, je suis tellement pourri pour me souvenir de cette affaire-là, mais bon, je me sens que c'était comme... Ça devait être une 26 ou une 27 de quoi de genre, puis après ça, je me suis garoché sur le marathon tout de suite. Ah ouais, hein? Ah ouais, puis...
Là, je m'étais un peu entraîné, mais tu sais, c'était pas des trainings super spécifiques. Puis je connaissais pas encore ce que je faisais. Tu sais, j'étais un vrai amateur. Ouais. Puis là, j'avais fait 3h18 à Montréal. Okay. Ouais, j'avais explosé mes ouais. Tu sais, le fameux mur là, à 30 kilos. Là, ouais, moi, je l'ai pogné aussi sur mon premier marathon. Ben comme faut. Est-ce que tu marchais les ravitaux à la fin? Je me souviens avoir marché un peu, mais c'était vraiment l'allure qui fade solide. Tu sais, j'étais parti sur des méchantes bonnes bases. Puis tu sais, un peu innocent. C'est comme, ça va juste tenir de même jusqu'à la fin. C'est tough, un marathon, même. Puis clairement, c'est là que tu vis le marathon. C'est là que tu comprends c'est quoi le marathon. Il y a de quoi qui se passe. C'est comme, tu peux pas juste parce que tu roules ton demi-marathon en tant de temps que tu transposes ce temps-là sur ton marathon. Là. Quand t'arrives au kilomètre 28 à 32, là, puis là, tu te dis... Chris, il reste juste 10 kilos. Mais c'est pas ça, man. Là, tu vois que le kilo 32 à 33, il est long pis il est pénible. Là, tu fais, OK, ça va être 10 kilos comme ça. Vraiment. Ça sera pas 10 kilos comme les 10 au début. Ça va être 10 kilos comme celle-là je viens de faire là. Nice. Ouais, non, c'est pénible pour vrai. Ouais, fait que là, tu fais ton marathon. Après ça, tu te dis, OK, là, ça se fait en trail. Why not? Ouais, dès que j'ai vu qu'il y a plein de compétitions entre elles, c'est de quoi déjà big qui existe. C'est comme let's go, c'est là-dedans que je me lance. J'ai commencé à aller courir avec le club de trail à Bromont, avec Alistair Gardner qui est un super bon athlète là-bas. Puis c'est de même que j'ai fait mes débuts en trail. Puis je me suis vite lancé sur le 50 kg du Bromont Ultra. Puis j'ai réussi à gagner cette course-là. J'étais vraiment surpris. Genre, tout de suite, la première été, mettons. Ouais, ben comme première année de trail, parce que je sais plus si c'était... quand j'avais fait des courses sur route, là, je sais plus trop si c'est comme 2015, puis là, après ça, c'est en 2016 que j'ai fait mon premier ultra. Ouais, le 50 du Bromont Ultra. Exact. Dans ta cour arrière. Ouais. C'est un esti de course, ça. Ouais, c'est vraiment hot. C'est un beau mix, c'est beaucoup de D+, c'est roulant. C'est une vraiment belle course. En plus, on fait ça à l'automne. C'est genre ma saison préférée. C'est juste trop beau. Puis en octobre, même si, je sais pas, tu l'as-tu fait l'année passée? Non, je l'ai pas fait l'année passée. C'est la seule année que j'étais pas là. Ouais. L'année passée, moi, pour un gars qui tolère mal la chaleur, mettons, là, j'ai pas été chanceux. Là, parce que l'année passée, 8 octobre ou genre dans ce coin-là. Ouais, c'est 1er d'octobre absolument. Il se met à faire, man, en plein milieu de la journée, genre 25 gros soleil. Là. Ouais. T'es en octobre, man, genre à Bromont, c'est quoi le fucking rapport qu'il fasse 25? Ah là, je sais, puis on dirait qu'avec une couple d'années, c'est ça que ça fait. C'est comme, c'est les dernières journées chaudes, puis t'es pognes là. Ouais, t'es pognes, puis genre, pas juste un peu chaude, là, comme abusé, là. Ouais. Fait que, mais c'est ça, puis là, après ça, tu tombes en amour avec ça, puis là, tu regardes plus en arrière après. Non, après ça, ben, j'ai refait quand même gros de la route, des 5 kilos, des 10 kilos, parce que justement, en s'entraînant avec Alistair, lui, il focusait encore gros aussi temps marathon, puis aussi avec ses courses objectifs trail. Fait qu'on on a toujours mixé un peu les deux, puis je suivais pas mal le même genre de training que lui là, dans les premières années. Fait que je me suis baladé entre compétition sur trail puis sur route. Là. Puis est-ce que tu penses que pour les gens qui nous écoutent qui font du trail running, est-ce que tu penses que l'entraînement sur route est bénéfique au trail running? Ça peut. Ça dépend tellement quel ultra tu vises. Tu sais, il y a des courses comme JFK, la Western State qui demandent quand même une certaine base de vitesse, même si c'est du long ultra. Mais je te dirais, tu sais, c'est rare que tu vas aller chercher, que tu as besoin d'aller chercher des allures là, de 3,50, même 4 minutes du kilo. Fait que plus ou moins. C'est sûr que ça te donne un bon VO2 max, ça te donne des bonnes bases, mais je pense que tu augmentes juste plus ton risque de blessure. Puis tu sais, je l'ai expérimenté, j'ai eu une couple de blessures. Jamais des grosses blessures, mais toujours des petits trucs ici et là. C'est surtout dans les hanches, là, quand tu fais beaucoup de route, beaucoup de track, on dirait que ça pogne souvent. En tout cas, pour moi, ça a pogné souvent là. Puis, fait que finalement, des fois, c'est plus le millage qui va être important. Puis, même à là aussi, souvent, on pense qu'il faut être ultra rapide, mais zone 1, zone 2, à quel point c'est important. Puis, il faut que ça fasse partie tellement gros de ton training. Sinon, tu vas défaire un équilibre un peu entre ta vitesse puis ton endurance de base. Puis, ça fait en sorte que tu n'es plus capable d'aller chercher ton plein potentiel. Tu restes comme tout le temps à plein dans le milieu entre les deux. Mais t'es jamais capable de repousser un peu ta zone anaérobique puis ta zone aérobique. C'est comme ça stagne un peu. Il y a un syndrome qui est connu pour ça, puis c'est gros parlé dans le livre Training for Uphill Athlete, qui est écrit en collab avec Kylian Jornet. Super intéressant, ce livre-là. Puis ça l'aide à comprendre à quel point c'est important de faire du zone 1, zone 2.
puis que finalement, c'est ça qui va te faire aller plus vite. Ouais. Puis moi, je faisais ça en natation. Il y avait le concept de la polarisation de l'entraînement là, qui était vraiment comme... La natation, c'est un sport arriéré, mais à la fin de ma carrière, ça commençait à catcher on, tu sais, les espèces de nouvelles techniques, puis ce qu'on connaît maintenant, mettons, puis ça fait longtemps que ça existe en course à pied puis en athlétisme, là, mais en natation, ça commençait à arriver quand j'ai arrêté de nager, mais c'était vraiment jamais joué dans la zone grise. Là. Ouais. Jamais. Fait que soit t'es ultra easy ou soit t'es vraiment vite. Ah ouais. Mais jamais la zone grise, mettons. Là. C'était ça notre mantra là, quand je nageais. Puis c'est avec ça que j'ai eu les meilleurs résultats, dans le fond. Ouais. Beaucoup de zone 1. Là. Non, exact. C'est comme quasiment 80% de ton training qui va être dans zone 1. Puis, mais tu sais, c'est logique aussi. Tu peux pas être tout le temps dans le tapis. Là. À un moment donné, tu progresses juste plus. Quand tu commences la course à pied, t'es comme... On dirait à chaque run, tu fais ton PB. Ouais. Ça, là, ça dure un mois, puis ça marche plus après, là. Ouais, exact. Fait que t'as l'impression au début, c'est comme ça marche, ce que je fais, je peux toujours aller à l'autre. Je fais tout le temps les meilleurs temps, je progresse, mais ça pète vite. Hein. Puis à un moment donné, tu plateaux, puis c'est quand tu plateaux que ça devient vraiment hard. C'est vraiment hard d'aller chercher d'autres coches, finalement. Là. Ouais. Ça prend des trainings plus sérieux. C'est tough mentalement aussi. Là. Ouais, vraiment. Puis en trail, quand même, tu sais, étant donné que par définition, ou pas, par définition, en tout cas, dans comment nous, on connaît le trail au Québec, il y a des montées qui font que tu sors de zone. Là. Ouais. Fait que, tu sais, par définition, même si tu veux aller sortir easy, il va toujours avoir un bout où est-ce que tu vas avoir les pulses hautes en tabarnak parce que t'es en train de monter, là, tu sais, ça va toujours arriver, ça, là. Tellement, puis c'est ça, c'est peut-être un peu plus dur se gérer en trail parce que, justement, à cause des côtes, ça va faire monter ton cardio sans trop que tu t'en rendre compte. Ouais. Puis souvent, on n'accepte pas qu'il faut marcher, mais ça fait partie du trail running, puis c'est quoi qu'il faut quand même accepter, puis il faut juste faut apprendre à bien hiker, en fait. C'est quand même un bon atout. Puis, tu sais, je suis pas bon hiker, puis je travaille gros là-dessus, justement. Puis, je travaille gros sur les montées pour être le plus efficace possible. Mais c'est ça, faut se permettre quand même de marcher. Puis dans un ultra, tu vas marcher en plus. Faut que tu sois bon marcheur aussi, là. Ouais, exact. C'est partie de la game. Mais j'ai quand même développé, tu sais, avec mon coach, il m'a donné plein de trucs, le Rehab, dont la respiration par le nez. C'est comme si tu respires par le nez, c'est impossible que tu aies cherché plus que du zone 3. Ouais. Fait que à ce moment-là, tu es sûr de pas mal tomber dans du zone 1, zone 2. Puis en plus de ça, c'est que tu apprends à ton corps à mieux utiliser ton oxygène. Ça c'est plus technique, mais c'est vraiment hot. Puis après ça, quand il m'a parlé du nose breathing, je suis comme, je vais aller m'informer là-dessus. Puis c'est vraiment hot comme principe. En fait, c'est quand tu respires, tu vas aller chercher gros de l'oxygène. Ça acidifie ton sang. Puis après ça, il faut que tu laisses build up tout ton CO2. Puis là, après ça, ça va alcaliniser ton sang. Puis ça va permettre à ton hémoglobine de délier l'oxygène d'après la molécule. Puis d'aller porter l'oxygène à tes petits vaisseaux, tous les tissus, en fait, les petits tissus ou organes qui en ont besoin. Mais si tu essaies déjà d'aller chercher plein d'air, puis tu expires tout le temps trop vite, puis tu laisses pas build up le CO2, ça fait pas ça. Non, ça va juste lier, vu que ton sang devient trop acide, ça va juste lier l'oxygène, puis tu seras jamais capable de la délivrer. Tu vas avoir plein d'oxygène dans le sang, mais tu seras pas capable de la porter à tes organes vitaux. Fait que ça, en pratiquant le nose breathing, ça permet d'avoir un meilleur threshold au CO2. Fait que tu es capable de laisser plus facilement build up ton CO2 après d'avoir respiré. Puis comme ça, tu vas être capable d'alcaliniser le sang puis d'aller porter ton oxygène à tes muscles. C'est vraiment intéressant. Ouais, toi, est-ce que tu respires par le nez chaque fois que tu sors en zone 1, mettons? Ouais, ben quand j'ai du training easy, souvent, ça va être respiration par le nez. Ah ouais. 100%. Puis tu sais, au début, au début, c'est rare que quelqu'un, tu lui dis de faire ça puis il va être capable, là, dans le sens... Après, genre, 5 minutes, tu vas faire quand je suis en train de mourir. Ouais, c'est ça, exact. Genre, faut que je respire par la bouche. Fait que c'est un réflexe qu'on a acquis. Fait que, si les gens trouvent ça cool, ce principe-là, puis ils veulent s'informer, ben, tu sais, il y a des livres là-dessus. On n'a pas inventé ça, moi, puis Rehab. Il y a quand même de la science derrière tout ça. Puis je pense que c'est Patrick McLaurin, le gars qui est pas mal le pionnier là-dedans. Là. Il a fait un livre, c'est Advantage Oxygen ou de quoi du genre, je me souviens plus, là. Mais les gens vous allez pourront chercher sur ça se trouve quand même bien. Et c'est ça. Mais non, il faut que tu commences tranquillement. Puis moi, j'ai commencé à juste le faire
dans mon day-to-day. Tu sais, tu cuisines, tu penses à respirer par le nez, puis tu réalises que finalement, tu sais, on respire souvent par la bouche quand on peut très bien respirer par le nez. Ouais, c'est ça. Puis même la nuit aussi, tu te concentres. Il y en a même qui vont mettre des tapes sur leur bouche. Là, j'ai essayé quelques nuits, pour être sûr de le faire, mais finalement, après ça, j'ai réalisé comme, non, je pense que naturellement, la nuit, je respire pas par la bouche. Ouais, c'est ça, on respire par le nez sûrement la nuit. Ouais, mais il y a des gens que non, puis surtout les gens asthmatiques, habituellement, ils ont plus tendance à respirer par la bouche. Puis lui, c'était ce gars-là qui a découvert ça, mais c'était pour aider son asthme. C'est ça, ça a été ça sa motivation de trouver ces techniques-là. C'est hot. Ouais, vraiment. C'est vraiment cool. Est-ce que, là, tu sais, mettons, t'as eu des bonnes performances, là, quand on parlait le Bromont Ultra 50 et tout. Ouais. Est-ce que t'as décidé de dire, genre, ben là, j'ai vraiment du potentiel en trail running, faudrait que j'organise ma vie autour de ça? Ouais, ouais. Je suis quand même un grand rêveur, puis j'ai tout le temps des grosses ambitions, puis j'aime ça aller all-in dans ce que je fais. Ouais. Puis le trail running, c'est sérieux, je sais même pas pourquoi. C'est devenu tellement une grosse passion pour moi, puis on dirait que je veux justement que ma vie tourne alentour de ça. Ouais. Fait que qu'est-ce que t'as fait, mettons, parce que là, quand t'es sorti du secondaire, t'as fait quoi après? T'as-tu continué à l'école? Qu'est-ce que t'as fait? Ouais, ben là, j'étais allé chercher mon DEP en maçonnerie. Ouais. J'ai fait de la maçonnerie. Tu sais, à ce moment-là, j'étais même pas j'étais sportif. J'ai toujours été sportif, mais j'avais pas encore connu la course à pied. Puis mon frère, il était maçon. Je trouvais que ça avait l'air cool. C'est physique. Tu passes tes journées dehors. C'est un DEP de 900 heures. Ouais. Let's go. Puis je me voyais pas aller au cégep dans le sens parce que je savais pas où aller. Il y avait rien qui me parlait. Fait que tant qu'à avoir rien qui me parle, j'étais allé en maçonnerie. Puis j'ai travaillé une couple d'années en maçonnerie. Puis pour finalement me dire que c'est rough en sacrement comme métier. Ouais. Je ne sais pas si je me vois taper sur de la roche jusqu'à la fin de mes jours. Ouais. Fait que je me suis dit, OK, faudrait peut-être que je trouve quelque chose d'autre. Puis l'alimentation, la santé, ça m'a toujours intéressé. Puis c'est là que j'ai découvert la naturopathie. Puis je me suis lancé là-dedans. J'étais allé étudier en naturopathie. Puis j'ai pas encore complété mes cours. Puis là, en ce moment, ça a été un long parcours. Je sais même pas si je vais les compléter, mais c'est des connaissances vraiment nice que je suis allé acquérir. Oui. Puis je sais pas non plus si je veux être naturopathe en bout de ligne, parce que la job de bureau comme ça, je sais pas si c'est ça qui me convient. Je pense que je serais vraiment bon, mais je sais pas si... J'ai pas l'impression que je le feel encore, en tout cas. Ouais. Fait que, présentement, niveau carrière, je sais pas trop, mais c'est grosso modo, c'est ça. Ouais, non, mais c'est hot. Puis le fait, justement, que tu saches pas trop, ça fait que tu peux enligner tout vers le trail running, là, en ce moment. Ouais, exact. Tu sais, je ferme jamais de porte, justement, d'une manière quelconque que ça fasse encore plus partie de ma vie, soit justement en devenant un athlète encore plus sérieux, puis que je réussisse à passer pro, ce qui est pas une chose facile, mais que je sais que j'adorerais. S'il y a bien quelqu'un, mettons, dans la pièce site aujourd'hui qui pourrait le devenir, c'est toi, là. J'aimerais bien ça, en tout cas, puis j'essaie de mettre toute l'énergie pour, mais tu sais, en même temps, c'est ça, je travaille 2 jobs là, en ce moment. Je suis conseiller en produits naturels dans une petite boutique à Coansville. Je fais du 28 heures là-bas, puis je fais mes 2 autres jours, je fais de la maçonnerie avec mon frère qui a sa compagnie. Okay. Fait que tu sais, c'est ça, je fais pas juste de la course à temps plein. C'est sûr que je vais essayer d'aligner les choses pour être capable de courir de plus en plus, puis que ça soit plus sérieux. Ouais. Mais c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident. J'ai un podcast qu'on a tourné pour le Upika podcast qui est pas encore sorti, où est-ce que je parle avec David Gagnon, qui est le chum, coach, technicien, manager de Magali Rochette, qui est une athlète de cyclocross que j'ai reçue sur le podcast. Bref, ça c'est pour les gens qui ont écouté les podcasts, là, puis tout justement en contexte. Mais on parlait, parce que Magali, dans le fond, ce qu'elle a fait, c'est que sa carrière pro, elle a comme créé elle-même en se disant qu'est-ce qu'on peut faire. C'est une athlète internationale, là, tu sais, à podium aux Coupes du Monde, là, tu sais. Puis, sauf qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup d'argent, tu sais. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, là, dans ce milieu-là, tu sais. Sauf que David me parlait de ce qu'eux ont décidé de faire, puis c'est d'amener un plus-value pour les entreprises, tu sais. Puis là, je te dis ça, puis genre... T'as sûrement déjà tout pensé à ça, là, mais je veux juste qu'on en discute ensemble. Yes. Tu sais, mettons, moi, avec Upika, tu sais, avec ma compagnie Upika, je préfère, mettons, mon objectif avec cette compagnie-là, c'est d'aider des athlètes comme moi, j'aurais aimé être aidé quand que je nageais, tu sais. Fait que pouvoir
financièrement backer du monde en disant, hey, genre, vas-y, tu sais, arrête ou genre, coupe 10 heures de job, mais comme, entraîne-toi, tu sais, fais ce que tu veux faire, tu sais. Vraiment nice. Puis c'est comme, c'était ça mon plan au début, tu sais, du truc. Puis là, après ça, j'en ai parlé avec David, puis tout ça, puis je me disais, tu sais, moi, mettons, avec ma compagnie, je préférerais encourager, ou c'est beaucoup plus bénéfique pour moi d'encourager quelqu'un qui va finir, mettons, 25e au UTMB, mais qui va faire du contenu externe à juste sa performance au UTMB que d'encourager le gars qui gagne UTMB mais qui a pas Instagram, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que la réflexion que David lançait dans ce podcast-là, puis les gens qui nous écoutent vont l'entendre prochainement, cette conversation-là, c'est de dire, OK, je suis un athlète, je veux devenir pro, ben il n'y a pas juste, mettons, la performance qui rentre en ligne de compte. La performance y est, faut que tu sois quand même élite, tu sais. Ouais. Mais il y a tout un autre aspect qui devient vraiment intéressant pour les entreprises qui font genre, hey, moi j'aimerais ça backer cette personne-là, tu sais. Parce qu'elle amène de quoi de plus, tu sais, au truc. C'est tout le storytelling derrière l'athlète. Justement, t'es pas juste un athlète par tes performances. C'est ça. T'es un être humain à part entière, puis on a toutes des histoires intéressantes qui nous ont menés jusqu'à là. Ouais. Je pense que le sport est de plus en plus intéressé à ça, puis pas juste les performances. Fait que c'est super important. 100% d'accord. Puis, en fait, Mathieu Blanchard, c'est vraiment un bon exemple de ça, parce qu'avant même d'être top niveau, mettons, avant même sa 3e place l'année passée au TMB, il a fait un documentaire de la fois qu'il était arrivé, je pense 16e ou de quoi le même, de l'année d'avant, puis c'est comme avant même de devenir sponsorisé mur à mur, il fait un documentaire sur son parcours, fait que c'est comme un peu d'essayer de lancer la tendance, là, tu sais. Je trouve ça intéressant quand même comme concept de comme c'est quoi être un athlète professionnel au final. Là. Ouais, vraiment. Puis je trouve qu'aussi on est dans un tournant où le trail est de plus en plus populaire. Ouais. Puis les gens ils sont de plus en plus intéressés à toutes ces histoires-là. Puis c'est comme il y a place à créer tout ce contenu-là. Là. Fait que c'est cool. Puis justement, comme mon ami Rémi aussi, là, c'est une idée qui est partie comme ça, là, justement. Hey, on va filmer nos trainings, là. On est toute une belle gang qui s'entraîne ensemble. On va filmer ça, puis c'est clair que ça va intéresser des gens. Puis que lui, il s'est lancé là-dedans avec sa GoPro. Puis c'est rien que ça que ça prend, là. Mais c'est exactement rien que ça que ça prend. Lionel Sanders, là, le triathlète canadien, lui, il y a un gars qui s'appelle Talbot Cox qui fait des vidéos sur sa chaîne YouTube. Là. Okay. Lui, il est juste allé le voir, il a fait « j'aimerais ça te filmer », tu sais. Ah, ok, c'est lui qui fait toute sa chaîne. C'est lui qui fait toute sa chaîne, tu sais. Fait que là, ils ont fait genre ce deal-là. Lionel, il a dû dire genre « ok, ben prends, mettons, tous les revenus générés par la chaîne YouTube parce que c'est toi qui fais les vidéos, tu sais. » Ça fait genre « mais c'est hot, man. Moi, c'est les vidéos que je suis le plus. » C'est vraiment hot de voir derrière le rideau de qu'est-ce qu'un athlète pro fait, tu sais. C'est vraiment tout le temps cool. Ouais, vraiment. Puis c'est un peu donnant-donnant aussi. C'est bon pour ta visibilité. Mais c'est bon aussi parce que tu vas inspirer plein de gens. Puis, tu sais, en tant qu'athlète, on a un rôle aussi. Puis, c'est d'essayer d'inspirer le plus de gens possible. Puis, de leur montrer c'est quoi les facettes du sport. Mais aussi d'éviter qu'ils fassent des erreurs aussi. Là, parce que c'est un sport où tu peux faire beaucoup d'erreurs aussi. Surtout l'ultra comme ça. Là, parce que tu mets tellement plein d'énergie. Fait que c'est le fun d'être au courant de toutes les erreurs qu'on peut faire. De les mettre du bon côté, là, de mettre ton énergie dans la bonne direction. Vraiment, tu sais, sur entraînement et compagnie, il y a plein d'affaires que tu peux faire en training qui fait en sorte que ça n'aille pas bien. Là. Ouais, exact. C'est clair. Puis c'est quoi tes objectifs, mettons, à court, moyen, long terme, comme tes entrevois maintenant? Tu sais, as-tu eu le temps de décanter un peu l'UTHC puis de remettre un calendrier effectif, mettons? Ouais, ben j'avais mon calendrier n'est pas fini, en fait. Ouais, c'est ça, ok. Fait que j'ai JFK au programme, qui est une course dans le Maryland en novembre, le 19 novembre. Qui est un combien? 80 kilos, mais là, pas mal plus roulant. Fait que là, on est totalement dans un autre game. C'est 25 km dans l'Appalachian Trail, qui paraît pas tant technique. Là. Je suis pas le genre à regarder le parcours puis d'analyser tout. Là. J'aime ça me laisser surprendre par les races d'une certaine manière, dans le sens je vais la planifier quand même un peu parce que c'est sérieux. Mais je serai pas fou avec ça. Fait que je sais pas trop exactement à quoi m'attendre encore. Là. J'ai pas tout vérifié. Mais après ça, c'est du marathon route. Là. C'est poussière de roche, piste cyclable. Fait que ça va être ultra roulant. Je suis bon quand même dans le roulant, mais pas plus qu'il faut. J'ai pas des gros temps marathon.
Fait que ça va être tout un challenge. C'est quoi ton PB au marathon? Ah, ben, j'ai juste fait un marathon. C'était ça, 3h18 à Montréal. Probablement que tu ferais plus vite que ça. Ouais, mais tu sais, juste en training, j'ai déjà fait ça 3 heures, puis il y avait de la trail là-dedans. Puis, mais c'est ça, c'est rare qu'en training, tu vas te claquer un marathon. Juste à titre indicatif, avant qu'on continue dans ta réponse, les 4 premiers kilos de l'UTHC, là, vous êtes partis en combien? T'es-tu parti dans le pack de lead? T'as-tu l'idée tout au long? J'ai l'idée un peu au début. Les 2 premiers kilos, pas mal. On était un petit pack de peut-être 5 coureurs, même pas 5 coureurs. Il y a eu du 3,50. Puis vite après, moi, j'ai fait OK, 3,50. Comme la journée va être longue, là. Je vais slacker un peu. Puis c'était plus du 4 minutes du kilo, quelque chose là de même. Là, mais ouais, non, c'est. Ben, faut que tu décolles un peu aussi parce que c'est 4 kilos roulants pour les gens qui connaissent pas le parcours. Puis après ça, tu te claques une popée montée. Fait que qui tombe du single track. Fait que si tu veux bien te positionner puis pas trop avoir monté de monde, ben c'est quand même un bon move aussi quand même d'accélérer un peu puis d'aller prendre la place que tu juges qui va être bonne pour toi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai été pris derrière des trains un peu là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pas trop bon parce que là, tu vas jouer au yo-yo un peu sur ton allure dans le sens que va falloir que tu repasses du monde. Fait que faut que tu comme t'appuies un peu sur le gaz à chaque fois pour les passer. Idéalement, il faut que tu essaies sur un ultra d'être le plus stable possible. Là. En termes d'énergie que tu donnes. Là. Ouais, exact. Ouais. Moi, je suis resté derrière. On va faire une autre parenthèse. Je suis resté derrière un train pendant quand même longtemps. Puis là, à un moment donné, c'était vraiment sous la vitesse à laquelle je voulais aller, mettons. Puis ça me faisait un peu chier parce que là, surtout dans les descentes, là, quelqu'un qui descend là en avant de toi, c'est vraiment tannant. Là, ouais, vraiment. Ouais. Puis alors que tu te dis, ben là, en ce moment, je pourrais être en train de vraiment, tu sais. Prendre du temps là, sur mon pace ou whatever, là, mais là, t'es comme pogné à marcher quasiment là, dans la descente. Ouais, puis c'est dur de shifter par la gauche ou la droite, c'est comme tellement technique que... fait que ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivé au premier ravito, puis j'ai fait un ravito genre éclair. Là. OK, pour être sûr de shifter. Je suis arrivé derrière le monde dans tu sais, tout le train est arrivé en même temps au ravito. J'ai juste comme, je suis allé remplir mes bouteilles d'eau, puis je suis reparti, puis là, j'ai mis mon Epica dans les bouteilles, là, pendant que je courais, là, pour skipper le monde, dans le fond, là. Fait que là, t'as JFK qui s'en vient. Après ça? Après, là, c'est... Tu tombes dans l'hiver, là. C'est supposé être la dernière course de la saison. Mais, c'est ça. J'ai pas encore parlé avec mon coach parce qu'on s'était dit, on va attendre qu'Arikana soit passé, puis après ça, on va faire les objectifs 2023. Mais c'est sûr que j'ai des courses en tête. Puis ces courses-là, ben, ils vont arriver super tôt dans la saison. Fait que mon off-season risque de quasiment pas avoir lieu parce que les courses que je vise seraient pas mal janvier, février. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu t'entraînes en trail running l'hiver quand même? Ouais, ben ça serait pour des courses aux États-Unis qui sont quand même plus roulantes. J'aimerais bien ça, Bandera, puis j'aimerais gros ça, Black Canyon, qui sont 2 courses pour se qualifier pour la Western State, puis tu peux aller gagner le Golden Ticket. Fait que ça serait ce que j'ai en tête. Puis c'est des courses relativement roulantes, pas trop techniques, dans le désert. Fait que je m'entraîne sur du chemin de terre. Puis les 2 années que j'ai fait Black Canyon, c'est ça que j'ai fait, puis c'est parfait. C'est spécifique. La seule affaire qui n'est pas spécifique, c'est la chaleur. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, puis les 2 années que je l'ai fait, j'ai peut-être pris ça un peu moins au sérieux. Je me suis pas tant entraîné à la chaleur. La deuxième année, j'avais fait tapis roulant là, avec coton watté puis overdress. Mais c'est ça. Là, je vais mettre plus l'emphase sur peut-être du sauna puis de quoi de sérieux un peu pour la chaleur. Moi, ça, man, la chaleur, là, moi, c'est mon némésis, man. Je déteste ça. Je suis arrivé au marathon d'Ottawa, man, encore. Probablement pour un gars qui tolère mal la chaleur comme moi, j'ai la marde au cul, man. Genre, ou j'ai la poisse, là, qui me suit. Man, le marathon d'Ottawa, il était en mai. Genre, le 3 mai, là. Puis, c'est la première journée de canicule, man. Puis tout le monde était à Ottawa en faisant genre, oh, on n'a jamais vu ça, man. Les moyennes saisonnières, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est la pire en plus. La première, peu importe où dans l'année, c'est la première, puis ton corps, il n'a pas eu le temps de s'adapter. Ça prend 2 semaines d'adaptation. Je me suis pissé dessus à la fin, genre, je contrôlais plus rien, là. Genre, coup de chaleur complet, là. Ma blonde était là, man. Elle m'a vu, c'était genre, man. Je t'ai jamais vu de même, là, tu sais, j'étais parti complètement. C'est comme si tu faisais de la fièvre, là, t'es vraiment pas toute là. Exact, c'est ça. Mais comment tu perds ton cerveau. Tu te prépares, man, mettons, toi, là, je te pose la question parce que
on était là la même journée, mais l'UTHC, t'as-tu trouvé que c'était vraiment chaud? Chaud. Tantôt, on disait humide, mettons. Ouais, là, mais, ouais, vraiment humide, en mais fait. c'était-tu genre hors du commun ou ben c'est moi qui capote? Ah, pour Arikana, c'était hors du commun. C'est la plus chaude que j'ai faite, puis ça fait comme 4 ans d'affilée que je l'essaye. Fait que non, c'était chaud. Tu sais, il y a eu des nuits quand on courait, là, c'était borderline, il allait neiger. Là. Ouais, comme c'est ça. c'est en bas de 5 degrés, puis c'est ça. Même la nuit, man, je continue à suer comme un sale. Là. Ouais, la nuit, c'est quoi? Il a fait ça n'a pas descendu. 14. Ouais, mais moi, en tout cas, probablement que moi, j'ai arrêté avant que ça descende en bas de 20. Parce que moi, j'avais chaud, man. Ouais, ça se peut, il faisait encore très chaud au gorge. Des fois, il y avait genre on dirait des drafts de chaleur. Ouais, on les sentait. Puis ben, surtout d'humidité, justement. Ouais. On dirait que l'air, elle bougeait pas. Là. Ouais, c'est ça. Aucune circulation, pas de fait vent. que c'est pas moi qui capote, il faisait chaud en Christ. Non, il faisait vraiment chaud. J'ai passé la nuit en camisole. Il y a couple de fois, j'ai mis mon coupe-vent, puis là, je demandais aux gens, il fait-tu froid? Ou genre, je voulais pas attendre qu'il fasse froid pour pas justement que mon corps rentre un peu en état de choc, puis là, le sang soit dérivé ailleurs qu'à l'intestin, puis juste aux organes vitaux. Là, parce que ça, c'est un autre point. Justement, si tu pognes froid ou trop chaud, ça bousille un peu c'est peut-être tout ton corps. Là. Ouais. C'est de gérer ça, là, c'est tout le temps important. Puis toi, te préparer pour ça dans des saunas, man, genre faire de l'activité dans un sauna ou... Ouais, là, ça devient compliqué, mais c'est plus comme starter avec du sauna, après ça, tu fais ton training, puis finir avec du sauna. Il y a plein de protocoles possibles, puis comme je suis pas ultra geek pour ça, puis j'aime ça aller au feeling, c'est comme, j'ai pas encore gros regardé ça, mais tu sais, je n'avais fait un peu pour la Western State, puis c'était gros au feeling. Souvent, j'allais dans le spa, après ça, je m'habillais genre coton watté, tuc, tout le kit là, en plein été. J'allais sur le treadmill dans ma cave, puis je faisais 1 heure de jog. Puis ça, c'est comme, faut que tu le fasses. Habituellement, la littérature s'entend pour dire faut que tu fais ça pas mal 2 semaines avant ton événement. Tu sais, ça sert à rien de faire ça des mois à l'avance. L'adaptation, elle se fait rapidement sur 2 semaines, puis elle tient pas longtemps, fait que ça sert à rien de commencer ça tôt dans ton training, parce que là, tu vas faire des trainings qui t'épuisent un peu trop, puis tu seras pas capable d'aller chercher la bonne intensité, parce que là, tu vas juste finir brûlé. Ouais, c'est ça. Puis, mais la Western State, tu l'as déjà fait? Ouais, je l'ai abandonné. Ah ouais, hein? Qu'est-ce qui s'était passé? Ben, tu sais, comme tantôt on parlait, on peut toujours finir une course, on peut toujours marcher puis se rendre à la fin. Je suis arrivé à Western State dans la pire état physique de ma vie, dans le sens j'ai eu un surentraînement, ma testostérone était même plus dans les normes pour un homme de mon âge. Puis je sais pas pourquoi, tout le training allait quand même bien malgré tout. Puis je me suis mis à avoir mal, une blessure qui apparaît genre dans le taper. Aucune raison. C'est un classique, ça, la blessure dans le taper, là, les petits bobos qui arrivent dans le taper. Là. Ah, c'était frustrant. J'arrive en Californie. Ben, je prends l'avion, puis c'est comme la journée avant, c'est là que j'ai commencé à avoir un point dans le genou. Je suis comme, ouf, c'est bizarre. C'est poche. Je prends l'avion, puis ça fait juste comme empirer. J'arrive là-bas, j'ai même pas couru. J'ai même pas pu courir la semaine avant la race. Parce que j'étais comme, faut que je sauve mon genou pour la course. Hein. C'est comme, je viens de dépenser genre des milliers de dollars en pandémie avec tout le gossage de revenir puis faire la quarantaine. Puis j'ai le genou chier. Je suis pas tant en shape parce que j'ai eu un surentraînement puis ma testo est pas revenue dans des bonnes valeurs. Fait que c'est ça, j'avais toutes les bonnes raisons de pas avoir une bonne race. Puis finalement, c'est vraiment la chaleur qui me fait mal. Là. Puis l'altitude en début de course aussi, on n'est pas habitué. Puis j'ai eu des nausées vraiment une bonne partie de la course. Si t'as pas pu courir la semaine avant, c'est sûr ça aide pas. Là. Ouais, non, tu tombes un peu endormi. Là. C'est bon de garder des courses avant un événement. Là. Non, il a tellement fait chaud. C'était une des années les plus chaudes. Ah, puis il doit faire chaud. C'est terrible. Fait que, quand j'étais arrivé pour traverser la fameuse rivière à 125 kilos, moi, j'étais congelé. Je grelottais, puis il faisait encore 35 degrés. Ah ouais, hein? Fait que j'avais aucune envie de passer la rivière. Puis pourtant, en plus, j'étais top 10 rendu là. J'étais top 10 homme. Mais je devais être 13e parce que c'est l'année que les filles ont été genre freaking fortes, là. Ouais. Puis ça, c'était vraiment impressionnant à voir. J'ai couru avec des filles, en fait, tout le long. Puis c'était vraiment nice, hein? Ouais. Mais ils disent que plus la distance augmente, plus le rapport entre les sexes diminue. Là. Ouais, vraiment. Puis les filles sont super fortes, puis sont vraiment fortes à la chaleur aussi. Puis il y a quand même un aspect au niveau physiologique qui explique ça, c'est que l'estrogène, elle retient plus l'eau que
que la testostérone, en fait. Fait que ça fait qu'un homme va se déshydrater quand même plus facilement qu'une femme. Là. Mhm. Fait que déjà, c'est un point qui peut aider la femme sans que ça soit comme un atout supplémentaire. Mais ça peut être Dans les une courses raison chaudes pourquoi comme ça, les là. courses chaudes, les filles, souvent, ils réussissent à faire vraiment bien. Ouais. Comme la Western State, là, ça fait Ouais. 2 années de suite là, que Ouais. les filles font super bien. On a reçu Marianne ici, puis elle disait elle qu'elle tripait sur le show. Là. Ouais, Elle a dit j'aime ça rentrer dans un char qui a les fenêtres fermées l'été. Là. Ah ouais, il faut pour la Western State. Ah, pour ouais, elle. Puis Marianne est tellement forte, puis Ouais. le meilleur mental, Mais hein. c'est fou. Mais hein. Puis après ça, mettons, t'as-tu des. Tu sais, la Western State, c'est un une grosse course, là, tu sais, Ouais. dans peut-être le top 5 des courses les plus prestigieuses au monde, mettons. Ouais. T'as-tu un UTMB en tête? T'as-tu un down the line, là, où tu sais, éventuellement? Ouais, tout le monde, je pense, qu'il a l'UTMB en tête. Ouais. Là, ça va être plus compliqué parce que maintenant, ça a été acheté par Ironman, en fait. Ouais. Fait que là, le système pour rentrer sur l'UTMB est pas mal plus compliqué. Faut que tu fasses des courses de la série qui sont partout ailleurs, sauf au Québec. Là, Ouais. Fait que ça demande un peu plus d'investissement. Mais ouais, c'est sûr. Puis je pense pas que je commencerais directement par l'UTMB, mais ouais, une des courses de l'UTMB. Puis ouais. j'aime de quoi du genre, puis j'aimerais vraiment. En fait, faut que je fasse l'UTMB. Ah, ben, Fait que c'est écoute, sûr, hein. un jour, là, je vais trouver un moyen de m'y rendre. Là. Fait que ouais, c'est clair qu'un jour, je vais être sur l'UTMB. Très cool. Puis avant de te laisser partir, je veux poser cette question-là. J'essaie de poser au plus de monde possible. C'est quoi, mettons, un training là, que t'aimes vraiment faire ou qui te met en confiance? T'as-tu, mettons, une boucle que t'aimes faire, que tu refais souvent? T'as-tu un genre de training d'intervalle que tu trouves qui est vraiment payant? Ou t'en as-tu un, mettons, qui ressort, ou ça peut être plus qu'un, là, mais mettons, quelque chose qui te rend confiance que t'aimes faire? Là? Ouais, ben, ce qui me met en confiance, ben, c'est gros à Bromont que j'ai des repères. Fait que la montée de la Brome, si je veux savoir si mon fitness est bon, ben, je me clenche la montée qui est la Brome qui est direct, c'est le direct d'un pente. Ouais, direct d'un piste de ski. C'est-tu moi, Bromont, j'étais allé une couple de fois au début de l'été quand j'habitais encore à Montréal. Là. C'est-tu celle, mettons, direct. Tu sais, il y a comme une place avec les glissades d'eau en bas. Là. Ouais. Puis là, c'est juste celle en face de ça, mettons, qui monte direct jusqu'en haut complètement. Non, et plus à droite, elle fait comme une loop un peu sur la droite. Là. OK. Ouais, elle a fait 2 km, je pense que c'est 300 quelques mètres de D+. Là. C'est une bonne montée. Puis il y a plein de bons athlètes qui l'ont essayé. Fait qu'on a des bons temps de référence. Et c'est comme juste le fun de voir. Je suis pas ultra bon à monter, mais ça m'aide à savoir si mon fitness est bon par rapport à mes anciens temps. Ouais. Y a-tu un King of the Hill sur Strava? Ouais. C'est ce truc-là? Non, c'est ça. Je suis pas... moi, je suis bien à l'aise avec ça. C'est pas moi qui gagne les montées. Là. Ouais. Alors, moi, c'est les downhill. Ça me prend toujours un downhill pour faire de quoi de bon. Ouais. Fait que sur le up and down, c'est moi qui ai le record, mais qui est un peu... Sur Strava, il sera pas vraiment trouvable parce que souvent, il y a des vélos ou du monde en snow qui pognent le segment. Là. Mais ouais, ça, je l'avais bien roulé. Mais sinon, c'est mon ami Alexis Lucier là, qui a le record sur la montée. Je pense que c'est 12 minutes 12 secondes. C'est du stock. Ouais, vraiment. Tu cours tout le long, dans le fond. Là. Ouais, faut que tu cours tout le long. Ouais. Puis, c'est-tu le genre de montée, mettons une montée comme ça? C'est-tu le genre de montée que tu cours quand t'arrives dans une race? Ou là, t'as cours parce que c'est 2 kilos, puis on la court, tu sais, mais sinon, tu cours pas ce genre d'affaires. Non, personne... En tout cas, pas sur un ultra, tu cours pas ça. C'est ça. Tu vas power hiker par section. C'est sûr que tu vas jogger ici et là quand ça retombe moins pentu, mais non, tu cours pas ça. Cool, hey man, j'apprécie vraiment que tu aies pris le temps de venir. Merci de m'avoir invité. Ben écoute, bonne chance pour la suite, on se suit. En fait, tu peux regarder la caméra là, puis dire où te suivre, comment les gens peuvent te suivre. Ouais, ben c'est bien simple, sur Instagram, puis mon nom est super simple. Elliot Cardet, that's it. Puis c'est la page que je suis le plus actif. Puis sur Strava, je mets tous mes trainings aussi. Fait que tu mets tout sur Strava? Ouais, tout sur Strava. Ah ouais? Pas de gêne. Pas de gêne? Ouais, tout est là. Tous mes trainings sont là. Puis that's it. Ouais, si ça peut vous inspirer, puis... Combien de temps, juste avant de finir, combien de temps tu faisais en termes de temps dans tes souliers, là, mettons dans le pic avant l'UTHC, là? Dans le plus avant le taper, mettons, là. Ouais, ça n'a pas été ce que je voulais, justement, parce que j'ai eu la COVID comme 3 semaines avant. Okay. Fait que ça a comme freiné pas mal mon volume que je voulais faire. Mais là, j'ai fait 173 kilos avec
me semble 7000 quelques cent mètres de D+. Là. Ouais, Chris. Ouais, j'aime ça rouler avec du millage. Puis là, je commence juste à en reprendre, justement, vu que j'avais eu un surentraînement. C'est comme je reprends progressif, mais j'aime vraiment faire des grosses semaines. Ouais. Chris, man, c'est du stuff. Alright, merci, man. Ça fait plaisir.